Hello la team, comment ça va? Comment ça va, Capette? Écoute, très bien. Un marché qui a bien bougé cette semaine et toi, comment va? Ça va, fatigué, beaucoup de choses en ce moment, mais voilà, pas mal de choses très intéressantes. Toujours des choses intéressantes dans certains écosystèmes. Et puis cette semaine, toujours autant de news qui sont intéressantes. Peu Oui, importe le marché, j'ai l'impression qu'on s'ennuie pas en tout cas. Et peut-être que je suis totalement à l'ouest, mais on va enfin avoir des lancements de tokens qu'on attendait énormément. Parce que j'ai oui. l'impression que les lancements de tokens qu'on avait eu jusque-là, c'était surtout des tokens. Bon, le token de Kanye, on l'attendait pas énormément. Mm. Toutes les bizarreries autour, voilà. Mais XPL de Plasma qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, très intéressant. Ouais, WLFI de Trump, dont on va parler un petit peu après, aussi très intéressant. Et tout à je fait. pense que la fin d'année, Potentiellement Monad et ouais, méga ETH aussi. ça. Et les gens, je pense que, enfin, en tout cas, les builders, il y a grand moyen qu'il y en ait pas mal qui essayent de timer la fin d'année pour lancer les tokens. Peut-être en prévision de la baisse des taux du côté de Powell et Ouais, de la Fed. Donc, tout à fait. donc voilà, pas mal de choses assez intéressantes. Et voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des gros lancements de tokens qu'on attendait assez fermement, quoi. Et bah, je pense que ça va être très intéressant à surveiller. Le token de Trump, je crois qu'il arrive demain d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On est dimanche 31 août. Si vous nous écoutez lors de la rediffusion YouTube, on sera le 1er septembre. La rediffusion sera probablement le matin, donc la sortie officielle devrait être vers 14 heures heure française, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être intéressant à suivre. Surtout que, tu vois, entre les pré-marchés sur Hyperliquid, sur les exchanges, en marché OTC et tout, tu as des prix qui varient quand même beaucoup, hein. Par exemple, tu vas regarder sur Wells Market, tu vas avoir je te dis une bêtise, 33 centimes. Tu vas aller sur Hyperliquid, tu auras 40 centimes. Tu vas aller sur un autre pré-marché, tu seras à 37. Ça varie beaucoup. Il y a eu des gros incidents aussi cette semaine dont on parlera Ouais, notamment sur Hyperliquid. Quelque chose de pas ouf du tout et qui, je pense, m'a refroidi plus d'un. ouais. Je sais pas quand on voudra en parler dans l'émission, mais en tout Bah cas, je on pense peut que en ça. parler. On refera un focus dessus. Je vais te dire, très rigolo. Moi, vous savez, je fais jamais de dérivé. Je fais jamais de levier, machin. J'ai jamais shorté. Sauf une fois, c'est un collègue qui l'a fait pour moi et tout. Et pour la première fois de ma vie entière, j'ai lancé un short qui a duré 30 minutes. Donc, j'ai pas gagné d'argent, j'ai pas perdu d'argent. C'était sur le WLFI. J'étais en train de tourner la vidéo, tu vois. J'étais en train de faire mon analyse. Et je me disais, c'est complètement aberrant. C'est quoi ce délire? À un moment donné, je lis que Alpha et Sigma, qui est justement l'entreprise cotée en bourse qui a fait un rachat institutionnel de WFI, a eu un prix d'achat de 20 centimes de dollars le jeton. Et moi, à ce moment-là, j'étais en train de shorter à 25 centimes de dollars le jeton. Je me suis dit ça, je me suis dit, short à peine au-dessus du prix d'achat de la vitrine de Trump, il va se passer une couille, j'ai perdu mes couilles, j'ai coupé mon short. 12 heures plus tard, accident sur Hyperliquid. Dieu merci, du coup, j'ai coupé mon short, tu vois. Ouais. Et ça m'a permis de comprendre ce qui se passe. Déjà, j'ai appris ce que c'était que de l'auto-deleverage, tu vois. Je connaissais pas ce concept-là d'auto... c'est ça, auto-deleverage ou auto-leverage Auto leverage. auto-deleverage, Mais ouais. je peux peut-être partager mon écran Ouais, rapidement. tu peux y aller. Comme ça, vous verrez. Vous voyez mon écran dans là. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que bah, le XPL était aux alentours je crois, ouais, 60 centimes, 50, 60 centimes sur Hyperliquid en pré-market. Et il y a eu un pump relativement aberrant qui est survenu assez rapidement. Et du coup, pour moi, ça soulève pas Ça fait mal de x3. choses. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça soulève pas mal de choses. Enfin, ce sujet, il est assez dense. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première conclusion qu'il y a eu post-incident et tout pour moi, c'est, oula, c'est quoi ce merdier? Et est-ce que c'est pas en soi bah, un signal très négatif et une très mauvaise image pour Hyperliquid sur la partie pré-market? Parce que Mhm. voilà, au final, il y a eu pas mal de gens qui se sont fait liquider, qui ont perdu de l'argent, et parce que c'est monté tellement vite, le système a subi enfin, pas mal de gens ont subi de l'ADL. Donc pour vous expliquer ce que c'est l'ADL, en fait l'ADL vous l'avez sur tous les exchanges centralisés et la plupart décentralisés sur les perps. L'auto-deleverage, ça permet quoi? Ça permet de déleverager les gens qui sont trop fortement en gain pour éviter que ça parte totalement en couille et que bah, en fait le système soit pas solvable, enfin où ils deviennent insolvables Mhm.
certaine manière. Et du coup, le fait de auto-déleverager quelqu'un qui est en position longue, ça revient à clôturer totalement ou partiellement une partie de sa position longue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mec qui avait pris une énorme position. Le truc est monté tellement vite que bah ça fait exploser ses profits. Et bah en fait, le système a dit bah globalement tu gagnes trop et ça met du risque sur le système d'un point de vue liquidation, solvabilité, etc. Et du coup, bah en fait, le système il a auto-deleveragé ce gars, ce qui l'a fait TP naturellement au top. C'est assez marrant. L'autre point qui est aussi assez clé, c'est que en soi, les pré-markets d'hyperliquide ont fonctionné comme prévu en fait. Le problème de ce qui s'est passé, c'est que bah en fait le prix il a été maintenu haut. Donc je sais pas si on peut appeler ça une manipulation dans le sens où apparemment le gars a juste fat finger et puis après derrière ça s'est enflammé parce qu'en fait Pour être plus précis, ce serait ouais. 4 wallets coordonnées, donc peut-être une personne qui a 4 wallets ou un groupe de personnes qui se sont coordonnées pour justement avoir une telle pression, un tel poids que tous les shorters en face, enfin tout ce qu'il y avait en face, ne pouvaient pas suivre. Donc ça a poussé le prix vers le haut à mort et les personnes en situation de short se sont fait liquider puisque bah, quand tu es en short, si le prix fait x2, tu te fais sortir. Même en levier x1. En fait, c'est peut-être plus subtil que ça, dans le sens où, en fait, les pré-markets qu'il y a sur Hyperliquid et sur plein de venues sont en margin isolated. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, tu alloues une marge à ta position et tu as un prix de liquidation. Et globalement, si on touche ce prix de liquidation-là, ça va liquider la marge que tu as dédiée à ce trade. Mhm. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, où la plupart du temps, quand tu veux trader les produits dérivés, tu utilises du cross-margin et en fait, ça va utiliser tous les stablecoins que tu as de côté pour genre déterminer genre ton prix de liquidation et genre la marge que tu vas utiliser va évoluer en temps réel selon que tu sois en profit ou en perte en fait. Et Mhm. du coup, le problème des isolated, c'est que pour éviter de faire exploser genre Hyperliquid ou Binance ou n'importe quoi sur des pré-markets comme ça, ils mettent que du isolated. Donc ça veut dire que genre tu peux pas avoir un prix de liquidation hyper loin à part si tu rajoutes énormément de marge, mais c'est extrêmement dangereux d'une certaine manière. D'autant plus que bah, c'est du pré-market et c'est sur des actifs où genre c'est assez volatile. Donc quand tu as une marge, enfin quand tu as une gestion de marge isolée avec un actif qui est super volatile et que même un fois 2 fois 3 bah, ça te met dans la merde parce que même en fois 1 t'as un prix de liquidation, bah, globalement, ça peut pousser un petit peu dans tous les sens si jamais il y a des gens qui essayent de manipuler le marché. Le gros problème, enfin, le problème qu'il y a eu sur les pré-markets de HL en ce qui concerne le XPL et le WLFI, c'est que en fait l'oracle qui détermine le prix de liquidation, enfin qui est le prix sur lequel on se base pour dire si tu vas être liquidé ou pas, il est 100% natif à HL. Donc en gros le prix que tu vois en pré-market sur HL, c'est l'oracle en fait. Il y a pas vu qu'il n'y a pas d'asset spot, vu qu'il y a Mhm. l'asset n'existe pas, tu es quand même obligé d'avoir un oracle et du coup cet oracle là c'est le prix lui-même du pré-market. Sauf que il y avait d'autres pré-markets à côté, notamment celui de Binance et l'oracle d'HL n'incluait pas le prix sur Binance enfin le prix Binance n'était pas inclus dans l'oracle, ce qui fait que bah, en fait c'était très manipulé ou en tout cas C'est un marché à part, quoi, en gros. ça a marché, la manipulation a beaucoup marché sur HL, mais le prix n'a pas nécessairement décollé autant sur Binance et du coup ça a créé des différences de prix énormes et surtout plein de gens qui sont fait liquider sur HL. Donc la team HL elle a expliqué que globalement c'est normal ce qui s'est passé. Enfin, c'est comme ça que les perp markets et les hypers fonctionnent, avec une marge isolée, avec très peu de levier et un prix d'oracle qui est le pré-market lui-même, ce qui est dangereux, hein, qu'on se le dise, d'autant plus lorsqu'on short. Mais du coup, ils ont fait des ajustements pour que justement les autres venues soient weighted, c'est-à-dire qu'elles soient pondérées dans l'oracle que HL a sur ce pré-marché-là. Donc, la leçon que vous devez retirer de tout ça, c'est que les pré-marchés, c'est évidemment dangereux, d'autant plus quand on short. Et si vous tradez sur les pré-marchés et que vous ne comprenez pas le système de marge isolée ou encore le levier ou encore l'oracle, à ce moment-là, vous êtes baisé. Et c'est pour ça que je m'amuse très peu à shorter ces marchés-là, à part si c'est des valorisations qui sont genre vraiment n'importe quoi et que je maîtrise extrêmement bien mon risque, parce que quand tu as un oracle qui dit, bah en fait, le prix de l'oracle, c'est le pré-marché lui-même, qui lui-même est très volatile et qui est peu liquide, en fait, ça peut partir dans tous les sens. Et ce qui s'est passé, c'est que C'est ce qui s'est juste passé, en ouais. achetant avec une size assez importante sur le pré-marché, le prix a augmenté, les gens se sont emballés, et tous les mecs qui étaient en short, ils se sont fait trigger leur liquidation progressivement un par un, un par un, un par un, un par un, jusqu'à arriver au top où en fait, genre les gens qui se faisaient liquider ont créé tellement de volume et de liquidité
que bah en fait et en même temps le mec qui était en big profit bah il se fait ADL du coup en fait genre le système d'HL a plus ou moins liquidé la majorité des gens au top tout en déleverageant le gars qui était en maxi profit. Donc le mec qui était en maxi profit globalement il a pu sortir tranquille et je crois qu'il a sorti 38M un truc comme ça quelque chose d'aberrant. Je crois qu'il s'est fait. Ouais, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. La whale a dit qu'elle avait pas fait exprès. Alors ça, pour le coup, frérot, moi j'y crois pas une seule seconde. Après, peut-être c'est Ouais. juste une giga whale qui en a rien à foutre. Mais enfin, tu vois ce qu'il y a dans l'order book. Et le délire de j'appuie sur acheter market buy 44K, 44 444 dollars à chaque fois. Et oh, je me suis trompé, j'ai acheté 444 444 dollars. Moi, je trouve ça plutôt comme une manière de cacher le crime, d'une certaine manière. Mais après, il a joué avec les règles du jeu et Ouais, c'est n'importe ça. qui, entre guillemets, aurait pu le faire. Et c'était genre un comportement attendu par design, entre guillemets. Alors, de là à dire que le design est bon, ça, c'est totalement discutable. Et à ce moment-là, pour moi, la critique, elle est plus sur les pré-markets au global que sur les pré-markets HL. Mais Mm. j'aimerais, comment dire, tirer votre attention plutôt sur le fait que je vois beaucoup de gens qui s'excitent énormément sur Ventures en ce moment, sur Hyperliquid. Mais le problème de Ventures, c'est que les pré-markets que vous voyez sur HL, en gros, le produit dérivé sous-jacent HL l'appelle les hypers, c'est un truc qui est dédié au pré-market. Bah, Ventures utilise exactement la même chose. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que cette manipulation que vous voyez ici, alors, je suppose que Ventures va mettre des limites en place, etc. Mais techniquement, elle serait aussi possible sur Ventures. Donc c'est pour ça que le pré-market c'est extrêmement tendu. Et c'est pour ça que bah, c'est compliqué de se hedger. Je crois qu'il y avait même CBB qui est un francophone qui avait une énorme allocation XPL qui a shorté C'est ça. et qui se fait liquider pour 2 ou 3 millions de dollars justement sur 2,5 les millions, il dérivés. a perdu. Ouais. Donc gros shitstorm, c'était attendu par design, mais est-ce que c'est une bonne pub pour HL? Sûrement pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va dégoûter les gens des pré-markets? Sûrement. Est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire ou peut se reproduire? Probablement aussi. Très probablement. Donc voilà, tirez-en vos propres conclusions. Mais shorter ces assets-là, c'est extrêmement compliqué de par le système de marge, d'Oracle, etc. Et encore une fois, toutes les docs étaient disponibles, les pré-markets, moi ça fait des années que je les trade, enfin des mois sur HL, et j'étais déjà au courant de ça moi-même. Donc, mais la plupart des gens ne lisent pas les docs et du coup, bah finissent par se faire rect de cette manière-là. Non pas que genre c'est quelque chose que tout le monde devait savoir, mais quand même un peu dans le sens où genre quand tu shorts un pré-market qui est super volatile où il y a peu de leaks, tu t'intéresses quand même au prix de l'oracle qui va déclencher ton prix de liquidation, sinon tu traites quelque chose que tu ne comprends pas quoi. Ouais, mais je pense que tout le monde a été pris de court parce que moi, le premier, si je m'étais fait niquer comme ça, j'aurais absolument pas compris ce qui me serait arrivé. En fait, voir un prix exploser comme ça hyper rapidement. En fait, c'est toujours pareil, c'est que tu te dis quoi? Tu te dis c'est hyper liquide, c'est liquide, ça marche. Sauf qu'en fait, bah, les prix marchés, c'est à part. Donc Ouais, déjà, c'est le fait de totalement se dire rare. que c'est liquide, bah non, ça ne l'est pas. Et en Et plus c'est de pour ça que ça, c'est tu l'apprends, tu me l'apprends dans cette émission. En fait, le prix HL des actifs du coup XPL et WLFI sont des prix à part du reste du marché. Ils font leur vie un peu de leur côté. bah, c'est ça, vu qu'il n'y a pas de spot, vu qu'il n'y a pas le token n'existe pas. Genre, Mm. on trade le prix d'un token qui n'existe pas. T'as pas d'oracle. Genre, tu peux pas te dire, bah, le prix, c'est ça, tu vois. Genre, enfin, Mm. globalement, t'empêches un marché libre si tu fais ça. Et t'empêches cette price discovery d'une certaine manière et tout l'intérêt des pre-markets. Donc voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui est, à mon sens, réalisable sur, genre les gros marchés d'HL ou la plupart des marchés d'HL parce que justement les oracles des produits dérivés sur HL utilisent l'oracle spot, donc le prix spot sous-jacent de ce que vous tradez. Donc si vous tradez BTC Perp sur Mm. HL, l'oracle il prend en compte les différentes venues là où qui ont le plus de trading, donc souvent des venues centralisées comme Binance, Bybit, etc. pour déterminer le prix spot. Et les liquidations vont se baser sur ça. Donc, enfin bref, globalement, ça peut facilement arriver sur des actifs qui n'ont pas encore leur jeton, donc ils n'ont pas de sous-jacent spot. Mais c'est quasiment impossible ou très compliqué de le faire sur des produits dérivés où le token spot existe déjà, à part Mm. peut-être sur des low cap où il y a des gens qui vont vouloir squeezer les shorts sur les dérivés en faisant pumper le prix spot via le marché primaire, quoi. Mais qu'on comprenne bien, avec moins de 20 millions de dollars, avant levier évidemment, tu pouvais perpétrer cette attaque, quoi. En fait, techniquement, si il y avait un mec, il avait acheté pour 20M, genre en un clic, pour moi, ça n'aurait pas causé ces liquidations-là. En fait, ce qui a fait que ça a causé ces liquidations-là,
c'est que le prix soit resté haut pendant plusieurs minutes. Parce qu'en fait, le prix du l'oracle du marché, il se met pas à jour en temps réel. Il se met à jour genre un certain intervalle de temps pour éviter que genre juste une mèche, ça te détruise, quoi. Mais le problème de Ouais, ça, d'accord. c'est qu'il y a eu volonté de garder le prix relativement haut pendant plusieurs minutes, ce qui a justement permis cette manipulation. Donc en fait, pour réaliser ce genre de manipulation, il faut avoir les reins solides pour garder ce prix haut assez longtemps. Sinon, en fait, tu as juste perdu ton temps et ton argent, quoi, potentiellement. Après, tout est on-chain, tout est visible. Donc, je suppose que tu peux déjà estimer combien tu vas avoir besoin de liquidité pour arriver à faire ces choses-là, mais c'est assez compliqué. On nous pose une question intéressante dans le chat. Donc, lorsque le temps officiel sortira, quid du prix XPL sur Hyperliquid? Ce qui va se passer, ce sera plus un pré-marché, ce sera un marché. Internet qui se coupe. Ouais. Bah, en fait, le contrat sous-jacent du XPL USD en perp sur Hyperliquid, il va migrer d'un high perps, qui est le contrat dérivé pour les pré-market HL, à un contrat perpétuel classique que vous avez comme sur Binance, etc. Et ce contrat perpétuel classique, il se base sur les oracles, enfin sur les prix des différentes venues et existantes. Et donc, il faudra attendre quelques minutes avant que ce soit migré en high perps, parce qu'il faudra que la team HL connecte genre l'oracle au prix des autres venues, tu vois. Donc Binance, Excusez-moi, Bybit, j'ai Mako Coinbase, etc. qui s'est coupé. J'aurai plus ce problème à partir de la semaine prochaine, rassurez-vous. Ça devrait être la dernière émission avec ce problème de connexion. Mais ouais, du coup, pour ceux qui pourraient aussi se poser la question, du coup, ça va donner quoi au listing? Ça va monter, ça va descendre? Ah, c'est difficile à dire en réalité. Moi, tout ce que je peux constater, c'est qu'honnêtement, comme très souvent, je rationalise un peu trop ce qui se passe. Ou d'un côté, je vois que ce soit sur Plasma ou que ce soit sur World Liberty Finance, je vois bien qu'ils ont tous les feux tirés vers eux, la couverture tirée vers eux. Et d'un autre côté, je me dis, les capitalisations sont complètement délirantes. Mais en fait, le marché considère que ces capitalisations sont OK, en tout cas pour un certain temps. Donc ça peut pendant la sortie, pendant des jours, pendant des semaines, être très 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 capitalisé, en sachant que les jetons pour les teams ne sont pas débloqués. Donc ça va être que les personnes qui ont acheté en pré-sale les jetons, dans les deux cas, qui vont pouvoir avoir accès aux jetons. Donc on va avoir une circulating supply qui va être très basse. Ce qu'on peut voir ici, c'est que sur le WLFI, là, actuellement, il y aura 100 milliards de jetons. Donc, ça fait Mm, 33 milliards de FDV actuellement. On est monté même à c'est 40 ça. tout à l'heure. On était à un peu plus de 40 au lancement. Et donc, après, c'est à vous de... Enfin, on ne vous incite certainement pas à trader ces pré-markets. Enfin, c'est à vos risques et périls en sachant tout ce qu'on a expliqué là. Mais en tout cas, le marché actuellement price le projet de Trump à 33 milliards de FDV. Donc, c'est une donnée qui est assez intéressante en amont du launch. Et du coup, le launch est demain, de ce que moi j'ai compris, de ce que Capet C'est aussi a ça. compris. Je crois qu'il y a des Et exchanges qui ont annoncé le listing et tout. ce qu'il faut noter pour le cas WLFI, c'est que la communauté n'aura accès qu'à 5% du supply total. Donc en circulating, tu vas avoir, je pense, entre 5 et 10%. Tu auras 5% lié au public sale et tu auras quelques pourcents en plus de liquidités disponibles qui auront été prêtées à des market makers, des exchanges, etc. pour que les marchés soient un minimum liquides en spot, quoi. Mais du coup, on va avoir une circulating supply qui va être très très légère. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que si le token spot est lancé à ce prix-là, on aurait probablement entre Un 2 market et cap de 3 5 milliards. milliards, un truc comme dans ces C'est eaux-là, ça. quoi. C'est Donc, ça. Et à voir, mais ça ferait déjà la market cap de AV. 3 milliards, ça En ferait fork, hein. top. Ouais, ça fait top 50. Top Ouais. 50, top 45 CoinMarketCap. Mais j'ai du C'est mal à ça. voir Dans le l'upside cas sur un truc comme ça, WLFI. hein. Moi aussi, mais le problème, c'est que tu vois, même avec un prix beaucoup plus bas, pour moi, c'était impensable de voir le prix monter autant, et pour le moment, il monte, tu vois. J'ai Pourquoi vous, l'impression de rien comprendre. pourquoi vous nous avez pas filé à la mort la pré-sale du WLFI, les Alors, gars? très bonne question. Très bonne question. Le lancement de la pré-sale de WLFI était catastrophique. Souvenez-vous-en, hein. Trump, il avait lancé sa public sale. Personne ne voulait de son putain de jeton. Il restait des jours à zéro, hein. C'était vraiment, il y avait aucune demande parce que on avait un vieux doc de. Oh, franchement, le gold paper, il pue la merde. On te dit oui, c'est la liberté financière, machin. T'es en mode ouais, c'est un meme coin quoi. Il nous vend une merde en plus quoi. Et en fait, tout ce qui est devenu intéressant, c'est arrivé progressivement après. Mais non, en fait, moi, je le vois peut-être d'une autre manière, perso. En fait, c'est juste que il y a Justin Sun, Arthur Hayes et tout le cartel qui a globalement, genre, acheté sa pré-sale pour se faire pardonner. C'est ça qui a changé la donne. C'est que ils C'est ont, vrai qu'il y en a eu ça gros, aussi. c'était zéro fil organiquement. Il y avait rien. Et puis d'un coup, en fait, il y a des mecs qui ont fil à gros coups de billets.
Et puis après, ça s'est fait quasiment instantanément. Donc en gros, ça a stagné pendant énormément de temps. Puis après, les mecs sont rentrés en mode crime mode. On se fait pardonner par le président des États-Unis. En échange, on investit dans son putain de token dont on a rien à foutre. Et après, la pré-sale s'est fait filer instantanément, quoi. Donc C'est ça. moi, j'avais hésité à l'époque, mais franchement, j'avais pas la vision. Enfin, franchement, Bah non, c'était combien? Quelle valeur franchement. déjà? Au tout début, on était à 150 millions de FDV pour un prix de 0,015. Donc ça, c'était au début, c'était avant qu'il soit président, hein. Et après, il y a eu un deuxième round à son investiture, qui était à 5 centimes le jeton, pour Ok. 500 millions de FDV. Donc, en gros, les derniers sont en x5, x6 potentiellement, peut-être un peu plus, et les premiers sont en x20, quoi. C'est ça. Donc la réalité, c'est que comme là, ils vont demain pouvoir avoir que 20% de ce qu'ils ont acheté, C'est déjà en énorme, hein. gros, ceux du round 2, ils se remboursent, et ceux du round 1, ils sont un beau multiple. Et tout ce qui se passe après, c'est bonne chance. Et c'est pour ça que moi, j'ai absolument pas la vision de vous dire là, ça va aller plus haut ou plus bas, parce qu'en fait, pour moi, c'est un putain de casino. J'arrive toujours pas à avoir la vision. Je vous dis Attends, mais sincèrement. Capet, t'es en train de me dire que le président des États-Unis a forqué AAV pour faire un fork qui évalue 6 fois la valeur de AAV? C'est ça que t'es en train de me dire? Ouais, c'est plutôt qu'il prend un petit espace, tu sais, un petit bungalow dans tout le camping pour avoir un petit marché à lui. Et on nous dit c'est un jeton de gouvernance, t'as pas d'utilité, mais quand même tu auras du buyback and burn sur ce jeton de gouvernance. Et puis c'est le jeton de Trump. Donc après Alors, t'as le attends, stablecoin qui est intéressant. je suis en train de regarder. Euh, Trump Organization, Trump Merci pour le Organization. sub. Ça va de la valo de la boîte de Trump, en fait. Elle est à 5 milliards de capitalisation la boîte. Ah ouais? Ah, tu parles de Trump Media ou tu parles d'autre chose? Je crois, je cherchais ça, mais il y a l'air d'y avoir plusieurs trucs. Trump Media, il est à 5 milliards, j'ai regardé tout à l'heure, si tu parles de DJT, le stock. Ouais, je peux vous partager ça. En gros, vous faites clic droit. C'est pas comme ça. Tu vas ici, tu fais Metrics, Financials. T'as 4,86 milliards. Donc là, en gros, il Ouais. arrive en crypto et il lance, genre, plus ou moins une autre société qui vaut 6 fois sa société actuellement. Donc pour vous dire à quel point c'est le crime ultime, parce que, enfin, c'est le crime ultime. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas Trump qui a gagné genre la moitié ou le double de sa fortune jusqu'à maintenant avec les cryptos sans même parler de ça. Enfin, Si, si, en si, si, si. gros, Mais Trump c'est est un en truc train de de malade. s'enrichir à un point, c'est lunaire. Non, mais en plus, là, on va en parler dans cette émission, parce que c'est vrai que ça fait une longue introduction, mais je kiffe parce que le sujet est hyper intéressant. Mais là, d'avoir son Trump Media qui va faire une réserve stratégique en CRO de crypto.com Ah non, ça c'est. et qui va utiliser le CRO dans tout son écosystème média et tout, en fait, Trump devient Michael Saylor. Mais Michael Saylor des altcoins, en fait. De Trump est Wish. le Saylor des altcoins. Non, mais c'est un truc de fou, ce qui se Après, passe. moi, enfin déjà le truc crypto.com, moi enfin, encore une fois, peut-être qu'on est des mecs qui ont pas in et On n'a pas la qui vision, sont gros. C'est dégoûtés et tout. qui ont pas la vision. Mais enfin, factuellement, les gars, vous vous souvenez des épisodes d'avant où il y avait la team Trump qui disait ah, on a fait un partenariat avec Movement, on a fait un partenariat avec eux, on a fait un partenariat avec eux. Bah, en fait, en gros, c'était juste globalement, ils achetaient, je vous explique un peu le ratio, ils achetaient pour 1 million de dollars du token du mec. Enfin, j'abuse dans le 1 million, mais c'est le ratio. Et en échange, il recevait X en échange pour cette publicité dans son token à lui, non? C'était pas ça dans le WLFI ou dans un truc. Enfin bref, il y avait, Je il sais y avait plus. un truc Je sais bizarre plus comme ça. ça. Il y avait des magouilles. Donc, Ah, mais à il y a quel des point vous magouilles, pouvez, évidemment, il y a des magouilles. mettre du poids dans Trump qui fait un truc par rapport à crypto.com? Vraiment, enfin, enfin, à mon sens, on peut mettre zéro poids dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait par rapport à ça. Après, pour ceux qui étaient dans le CRO et qui étaient bloqués et tout, bah voilà, vous êtes so fucking back. Ouais, mais Bien joué à vous. crypto.com, c'est incroyable. Et franchement, moi je te dis, hein, Léo, hein, plus je passe de temps sur ce marché, moins je le comprends. Donc normalement, d'ici 10-20 ans, je comprendrai plus rien. Je comprendrai plus rien du tout. Je suis dépassé, gros. Alors après, ce qui me rassure, c'est qu'au moins, je FOMO pas des trucs qui vont à zéro en un rien de temps. Mais tu vois, il y a Ouais, plein de trucs comme ça qui montent et j'y mettrai pas les pieds, quoi. en fait, il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat et je vais Mm. repartager mon écran là. En fait, ce que j'expliquais à Capette juste avant le live, en tout cas En ma off, ouais. perspective là-dessus, c'était que j'ai vraiment la sensation, personnellement, qu'il nous manque énormément d'informations et qu'il y a énormément enfin, il y a une asymétrie d'informations qui a l'air bien plus supérieure à ce qu'on peut voir sur le reste du marché. C'est-à-dire que le reste du marché, t'as quelques insiders qui sont au courant de certaines choses dans des projets, ok, très bien. Mm. Mais là, j'ai l'impression que sur le WLFI, il y a des insiders qui savent beaucoup, 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 beaucoup plus
de choses par rapport au retail moyen, quoi. Mm. Donc en fait, c'est un peu cette asymétrie-là qui est effrayante. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche, donc moi personnellement, j'ai pas trop touché. Mais voilà. Bah en fait, le sentiment que ça donne dans le cas de Trump et de WLFI, Plasma c'est encore autre chose, c'est que t'as l'impression que on envoie le message de ah bah t'as pas voulu me faire confiance, bah ceux qui m'ont fait confiance, et bah ils sont devenus riches et pas toi. Et du coup ça crée des gourous qui vont défendre bec et ongle. Tu vois, ceux qui ont pu investir dans le meme coin Trump au tout début, bah ils se sont gavés. Là, comme tu disais, les Arthur Hayes et compagnie qui ont racheté du WFI pour se faire pardonner, bah là ils sont théoriquement dans des profits de fous malades. Les gens qui ont acheté la précède, ils se sont gavés. Et en fait, tu vois, ça retourne des cerveaux, c'est-à-dire que les gens passent de ah ouais, donc il a sorti deux meme coins, il nous a bien baisé la gueule quand même. Ah ouais, il a rendu les gens riches en fait, et en plus il fait vachement de trucs pour les cryptos. Il est chaud le Trump. Après, frérot, il a 4 ans, hein, faut y aller, hein. Faut enchaîner là, hein. Il y a Ça fait cogiter l'argent de là. malade, hein. Ça fait cogiter de malade, hein. Sans Euh, déconner. Et Plasma, c'est pareil, gros. 500 millions de FDV pour un Layer 1 dédié au stablecoin. Moi, j'y suis pas allé parce que je me suis dit, mais on est chez les fous, tu vois. Un demi-milliard de FDV pour un Layer 1 dédié au stablecoin. Et là, actuellement, théoriquement, on est à entre 7 et 10 milliards de FDV. ouais. Après, voilà, c'est le dernier token de Trump, hein. Mais ceux qui l'ont snipé sur Dex Screener, bah, Je peux confirmer. Mais oui, c'est un petit peu terrifiant. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'en parler parce que le listing demain, parce que président des mm. États-Unis, parce que fork d'AAV, parce que d'ailleurs AAV est en train de faire un énorme braquage puisqu'ils ont une partie significative de la supply. 7%. Donc, 7% de 33 milliards de FDV, ouais. C'est ça, ouais. donc techniquement, AAV a fait le meilleur deal ever et c'est la DAO qui a fait ce deal-là d'ailleurs. Ouais, Et c'est ça. donc Et c'est du coup, la communauté en profite indirectement. bah, c'est quelque chose. Pour moi, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est très positif pour AAV. Alors peut-être Mm. que j'oublie des choses, hein, mais globalement, moi je le vois comme quelque chose de très positif, Agreed. quoi. Donc ça devait être une longue intro, mais ça me semblait important d'en parler avec Capet. Et puis surtout, toi, t'as énormément suivi, t'as publié des choses sur la chaîne Mm. YouTube, peut-être si tu veux en parler. Ouais, bah, je vais en parler. Bah, on a sorti une vidéo Plasma, une vidéo WLFI, en testant un nouveau format où je ne délègue pas la rédaction de l'analyse fondamentale, je la fais moi. Donc, je fais le truc, il y a des questions qui restent en suspens, et puis je tourne la vidéo, et pendant que je tourne la vidéo, ça crée des nouvelles questions qui restent en suspens. Donc, à la fin, bah, ça fait des vidéos qui sont un peu longues, hein, mais finalement, ça n'a pas l'air de vous gêner d'être sur du format de 20 minutes, vous les consommez très bien. Vous avez bien kiffé. Donc ça me permet de vraiment aller en profondeur dans le sujet, mais pas suffisamment en profondeur pour in dans les deux cas, visiblement. Mais c'est pas grave. Et du coup, bah, continuer ce type de format-là, puisque ça a l'air de vous plaire, clairement, hein. Et Quasiment les 20 000 abonnés bientôt 20 000 d'ailleurs. abonnés. Ouais, Ouais, bientôt les 20 000 abonnés. magnifique. C'est magnifique. Donc si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et à demander aux gens autour de vous de le faire, pour qu'on puisse fêter Ouais. les 20 000. Et puis cette semaine, j'ai tout vendu. Ouais, Donc peut-être en parler un petit peu et vous expliquer un petit ouais, peu la, go. la logique derrière ça. Je vais juste ressortir mon tweet pour le support visuel. Hop, je pense qu'on voit, c'est bon. Donc du coup, l'idée c'était quoi? Moi, cette décision-là de sortir du marché, je l'ai réalisée surtout parce que globalement, ce que je voyais sur BTC ne me plaisait pas. Et ce que j'ai appris des cycles d'avant. C'est que, en fait, quand on aime la crypto, on se dit qu'on se doit, d'une certaine manière, de rien rater, d'être totalement exposé, genre, enfin, etc., etc. Moi, la réalité, c'est que mon cycle, techniquement, je l'ai déjà fait. Enfin, j'ai fait une perte de malade cette année, l'année dernière. Enfin, j'ai eu un cycle incroyable. Et j'ai pas envie, sincèrement, en ce moment, de me manger un stress supplémentaire à être grosse couille dans le marché. Sachant que Mm. bah, moi, j'ai déjà sorti pas mal d'argent du marché, que j'ai investi en TradFi, que j'ai investi à gauche, à droite. Donc, globalement, je suis tranquille là-dessus. Et parce que, en fait, genre, là, clairement, on peut le dire, genre, Ether a repris l'ascendant sur BTC, d'un point de vue momentum, d'un point de vue mindshare, d'un point de vue ETF récemment, etc. Et donc, je suis pas bearish autant pour le marché. Enfin, je me dis pas qu'on va aller à zéro. Juste, en fait, par défaut, je me dis, est-ce que actuellement, avec le marché qu'on voit là,
avec un BTC qui a globalement fait ça. Parce que globalement, enfin, BTC a fait quasiment x10, quoi. Peut-être x8, un truc comme ça. C'est ça, fois 8. Et, ou même Hype, je vois toujours énormément de potentiel, mais on a fait quand même de 9 dollars à 50. Même Ether, on a fait de 1400 à quasiment 5000. Est-ce que maintenant, là, tout de suite, j'ai envie d'être très exposé au marché? Bah, ma réponse, c'est, franchement, je préfère prendre mon temps, tranquille, patienter en dehors du marché, ne pas me manger le stress. Et si jamais j'ai des confirmations et des choses qui sont un peu plus positives sur BTC, même si Ether peut très bien faire sa vie sans BTC, on le voit en ce moment qui surperforme, etc., etc. À partir de ce moment-là, je serais beaucoup plus à même de reprendre de l'exposition. Et comme je vous l'ai montré, je pense, les dernières fois, j'ai aucun souci à racheter mes positions rapidement. J'ai aucun souci à acheter plus haut. Moi, c'est ça, ça fait genre pas mal de temps que je suis capable de le faire, de me dire, OK, je préfère sortir du marché. Si je dois racheter un peu plus cher, un peu en dessous ou quoi, voilà, il n'y a pas de souci. Mais juste, je préfère être serein. Et en fait, le marché actuellement, il m'a pas donné cette sérénité, notamment parce que j'ai vu sur BTC. Je sais pas si t'en souviens, mais je disais que bah, si on perdait ce lot ici ou qu'on instaurait de la valeur en dessous, ça me faisait chier parce que globalement, on avait cette énorme résistance des 110 000 dollars, 110, 100, 111 qu'on avait tapé plein de fois ici, qu'on avait tapé plein de fois ici, qu'on a breakout avec beaucoup de force. Puis derrière, on a été chercher le dernier top. Et ensuite, on a retesté déjà cette résistance d'une certaine manière avec ce dip-là. Mais derrière, on a enfoncé, on a montré pas mal de volonté de pousser plus bas. Donc, dans cette configuration spécifique, moi, je me suis dit, tu sais quoi, c'est trop vu pour ces conneries, je veux même plus y penser. Juste, je sors du marché et j'avise. Après, encore une fois, je ne suis pas le prophète. Le marché peut très bien pousser 1000% plus haut à partir de maintenant. Enfin, c'est pas parce que je vends qu'il y a une garantie que ça baisse. Et encore une fois, moi, je vous partage de manière transparente ce que je fais. Enfin, c'est pas que j'ai tout à y perdre, mais enfin, globalement, genre, même si là, actuellement, je sors et que je suis tranquille et que le prix continue à monter, les gens, ils le retourneront contre moi, tu vois, en disant il a vendu au mauvais moment, etc. Mais moi, j'avoue que j'en suis à un niveau où, franchement, je m'en bats les couilles, honnêtement. Moi, Bah, je fais bien les choses sûr que pour tu t'en bats moi. les couilles. Tu vois, je fais les choses pour Évidemment. moi, je prends mes décisions pour moi, je suis pas là pour prendre des décisions pour les autres. Et ensuite, je partage publiquement ces décisions-là qui sont pour mon cas spécifique, qui ne sont pas forcément adaptées pour tous. Et après, enfin, chacun fait sa vie, quoi. Donc Mm. moi, c'est dans cet état d'esprit que je suis sorti du marché pour l'instant, plutôt en mode je patiente, je veux pas de ce stress. En ce moment, je vis même beaucoup de travail, tu vois, genre il y a tellement de trucs qui arrivent en même temps, c'est difficile de tout gérer. Donc je me suis dit tranquille. Ah, et Et puis puis il y a voilà. il y a une autre réalité en plus aussi, Léo, je me permets de te couper. Ouais. C'est que tu as un média crypto, tu as encore des actifs en pré-sale qui sont pas débloqués, tu as du taf à côté. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tu es Je suis toujours exposé. ultra exposé à ce marché. C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a, c'est ce que ce qui m'est arrivé aussi comme révélation cette année, tu vois. J'ai 31 ans, je suis marié maintenant, je suis en train de passer en état daron, donc je serai toujours exposé à ce marché. Mais je vous le dis sincèrement, j'ai plus la force d'être à 100% dans ce marché. Je n'en ai plus la force. Parce que, en fait, quand tu te réveilles et que c'est rouge, c'est horrible. Et quand t'es tout seul, que t'es célibataire, que tu t'en bats les couilles, vas-y, c'est pas grave, ça repartira plus tard. Mais quand t'as ta meuf qui doit te supporter, que t'es levé déjà, t'as passé une journée de merde à cause du marché, tu peux pas, en fait. Donc moi, je serai toujours exposé à 50, 60, 70%. Mais je pourrais plus aller au-delà parce que j'ai Coin Academy. On a deux chaînes YouTube chacun. On a celle de Coin Academy, notre chaîne perso. On a notre image. Il y a ces histoires de kidnapping, machin. Ça fait trop, en fait. Mais on est Ouais, quand même clairement. exposé. On est quand même Et exposé. C'est-à-dire que le discours, quand il vous dit il sort, c'est qu'en fait, il sort une partie. Mais en réalité, il est quand même toujours très, très, très exposé. Et moi aussi. disons que si les cryptos vont mal, ça me double impact si je suis full dans le marché, dans le sens où bah C'est ça. globalement, Coin Academy baisse en régime, baisse en activité, baisse en audience, baisse en revenus, etc. Moi, je build des choses aussi sur HL. Enfin voilà, si genre le marché baisse, ça me double impact aussi. Ouais. Et ça, enfin, il y a aussi des investissements que j'ai réalisés il y a des années, il y a plein de trucs. Enfin bref, dans tous les cas, c'est impossible d'être pour moi zéro exposé au marché. Et dans ce contexte-là, personnellement, j'ai préféré prendre du temps un peu plus pour moi. Et après, c'est comme j'expliquais, par exemple, sur Twitter, je crois qu'on voit, ouais, on voit encore mon écran. Mais typiquement, pour moi, ce niveau vert ici qu'on a perdu, c'était un niveau assez important.
genre, si jamais on est amené à reprendre de la force, refaire des choses sympas et tout, j'ai aucun problème à me repositionner. Mais c'est juste que je me suis dit que c'était une bonne manière aussi de prendre du recul sur mes positions, de prendre du recul sur là où j'étais, etc. Et puis, si jamais il y a un dip, je serai en position de force à ce moment-là. Donc voilà. Mais voilà. En tout cas, donc tout ça pour vous dire que ce tout a créé une décision à court terme entre l'analyse graphique et tout le reste. Et c'est ma décision personnelle pour l'instant. Et s'il y a des choses qui doivent évoluer, etc., dans tous les cas, je vous tiendrai au courant et je vous le dirai. Mais au moins, vous avez la version complète et vous pouvez ajuster le tir de votre côté. Encore une fois, c'est pas parce que je sors que tout le monde doit sortir. Chacun fait sa vie. C'est votre argent. Moi, j'appuie sur aucun bouton. Quand je tweet, j'appuie sur le bouton pour dire ce que je pense, mais c'est enfin, c'est certainement pas le bouton pour toucher à vos wallets. Donc voilà. Ça fait. Et alors moi j'ai une question de chat. Là j'ai un premier message chat. Demain le WLFI à 4 dollars. Je ne comprends pas depuis 48 heures. Ouais, depuis 72 heures, depuis que j'ai sorti la vidéo, Léo. Sur l'espace commentaire YouTube, que ce soit sur Twitter. Au début, je pensais que c'était des bots, mais je vois des gens dire il va monter à 1, 4, 10 dollars. Et 10 dollars, ça fait, ça fait combien? 10 dollars, ça fait Bah, 10 1000 dollars, milliards. ça fait 1000 milliards de capitalisation, ça fait 2 Ethereum. Ça fait En fait, je 2 pense que Ethers, les gens voilà. n'ont pas cerné qu'il y a 100 milliards de jetons et qu'il n'y en a pas, il y en a pas 1 1 milliard ou milliard, 10 ouais. milliards. Ouais, ouais. J'ai vraiment l'impression que. En fait, allez, avant, on faisait la blague avec XRP à 100 dollars, tu vois. Mais là, je vois qu'il y a des gens qui y croient profondément. Et bah, si ça arrive, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais j'y crois absolument pas, personnellement. Pour moi, ça deviendrait complètement aberrant. Donc, vous êtes de plus en plus pessimiste sur une all season 2025. Déjà, il n'y a pas eu d'all season actuellement, mais techniquement, genre avec un Ether qui est aussi fort face à BTC, genre c'est la probabilité d'avoir une all season elle est plus élevée que genre d'habitude quoi. Enfin, globalement, en fait, je pense que le plus effrayant pour la majorité des gens, c'est de voir la dominance de BTC qui ressemble à ça. Et de se dire, et de s'asseoir et de se dire, mais attends, la dominance de BTC, elle est passée genre de 65% à 57%, et mon wallet, il a pas augmenté. Comment c'est possible? Donc, Clairement. franchement, je sais pas. Moi, je joue de moins en moins à ce délire d'all-season, etc. Moi, ce que je joue, c'est les flows sur la TradFi. Et ça s'est retranscrit par des prises de position sur BTC, un petit peu plus de manière timide sur ETH. Mais ouais. Mais en tout cas, si je devais parler d'une all-season, pour moi, elle a beaucoup plus de chances d'arriver maintenant qu'il y a 6 mois, quoi. Surtout avec la gueule d'Ether Mm, actuellement. Et je pense pas mm. que le top sur Ether est trouvé, etc. Donc, je prie pour vous, les potes, hein, honnêtement. Mais on aura peut-être un October Euh, classique, hein, October jusqu'à décembre, tu sais, ça arrive assez souvent. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on dit que septembre, c'est un mois de merde, et historiquement, dans le marché traditionnel, septembre, c'est un mois qui est pas terrible. Et à la suite du mois de septembre, qui est pas terrible, t'as le mois d'octobre, où c'est un peu le mois où tout est en période de fête, c'est les sorties de nouveaux jeux vidéo, puis plus tard, t'as le Black Friday en novembre, etc. Donc, t'as un petit peu toute cette envie de consommer, d'acheter, de prendre des risques. Mais moi, du côté des alts, c'est même pas depuis un mois ou depuis 2 mois, c'est qu'en fait, depuis X temps, à part BTC, ETH, Sol, les alts moins liquides sont extrêmement décevants. Quand tu as été dopé en 2017, 2020, 2021 à des altcoins aussi pourris les uns que les autres qui font des fois 10, fois 50, et que là, tu te bagarres pour faire des fois 2, fois 3, tu vois bien que le marché, il a changé. Il a complètement changé. ouais. Donc, clairement, tu nous partagerais ce que tu fais en TradFi. Moi aussi, j'ai sorti les 80% de mes solutions et je me forme aux indices US, actions, etc. Bon, en fait, globalement, sur les marchés tradis, ce que je fais, c'est que j'achète du S&P via ETF, j'achète du Nvidia, j'achète du Google, du Apple, du Amazon. Bon, globalement une stratégie très concentrée sur la tech US, on va pas se mentir. J'ai acheté du micro-stratégie aussi. Là dernièrement, j'ai acheté beaucoup de LVMH et globalement, dès que je fais des profits qui sont significatifs en crypto, j'en profite pour les sortir et les mettre en TradFi en fait, pour que peu à peu en fait dans le temps, en fait, je me crée une sorte de coussin TradFi auquel je touche pas, qui est très peu aussi taxé, hein, honnêtement. Enfin bref, je le vois un peu comme une sorte de matelas de d'un truc qui représente globalement la croissance mondiale et notamment américaine. Et puis après voilà, après qu'on se le dise, il y a toujours le risque de la devise, donc le dollar qui baisse, l'euro qui monte, tous ces trucs, etc. Moi, la partie TradFi, à part quelques
enfin, anomalie ou exception. Globalement, c'est surtout pour du long terme et je réfléchis pas trop. Juste je stack dans ces trucs-là. Et puis voilà quoi. Mais pas de crédit lombard ou tous ces trucs-là pour l'instant. Et comme je l'expliquais du coup sur Twitter, l'objectif derrière, c'est d'utiliser mes stables que j'ai pu sortir du marché crypto pour les faire travailler, que ce soit sur des AAV, que ce soit sur des morphos, que ce soit sur des apps sur Hyperliquid comme Luminal, etc. Globalement, mon objectif, c'est d'essayer de choper entre 10 et 25% de rendement sur ces stablecoins en attendant que je sache quoi faire ou que mes positions changent. Mais c'est pas si mal non plus d'avoir ce rendement sur ces stablecoins. Et c'est un rendement qui est beaucoup plus certain que que la croissance du marché actuellement. Après, bon, voilà, franchement, j'en parlais, mais BTC, enfin, moi, je vous donne, il y a plusieurs perspectives. La perspective actuellement, c'est qu'on a pris, on a chassé le dernier high et globalement on a vu beaucoup moins de force et on voit beaucoup de force qui rentre sur Ether et puis on voit les ETF sur BTC qui se calment un peu, etc. Et aussi le fait que ça reteste un support important et que si jamais on le perd, c'est vraiment chiant. Mais l'autre perspective, c'est que bah, globalement, jusqu'à toute preuve du contraire, BTC ça a été un des meilleurs actifs dans lequel bah, investir et qui nous a donné une Ouais. performance incroyable sur ce cycle-là et que rien ne garantit le fait que le top soit in et moi j'irai pas parier sur le fait que le top soit in et c'est pour ça que c'est pas parce que je suis sorti du marché que je suis là à shorter tout et me dire que tout va à zéro. Franchement, je j'ai pas optimisé ma sortie et donc à partir de ce moment-là, je suis pas là pour vous dire que je suis sorti au meilleur moment ou que genre le top n'est pas in quoi. En tout cas, on est à 800 viewers cumulés, probablement parce qu'on stream le dimanche au lieu du lundi, déjà ça aide. Mais c'est une belle perf, c'est une très belle perf en ce moment. Merci beaucoup à tous d'être présents. Merci les potes. Est-ce qu'on commencerait pas par l'actu un petit peu? On peut attaquer par l'actu, évidemment. Je souhaitais plein de trucs aussi. On va avoir pas mal de choses à traiter pour l'actu. Donc c'est parti. Je partage mon écran 2 secondes. Désolé pour la cam On qui te voit chauffe. plus si jamais. Ouais. Ouais, c'est la bonne vieille maladie de la cam qui La chauffe trop. batterie. De la cam qui chauffe trop. Là, ils n'avaient pas eu récemment, mais bon, bref. Bah, c'est parti. Donc, au niveau des actus, bah, écoutez, déjà, comme d'habitude, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Pour vous faire la précision, là, je pense qu'à partir de septembre, que ce soit Bitpanda et les autres exchanges, ça va pas mal tartiner en termes de marketing. Mais ce qu'il y a d'intéressant sur la partie Bitpanda, c'est qu'ils ont beaucoup de choix. Beaucoup, beaucoup de choix. Donc, je fais la petite précision de début d'émission. Donc déjà, comme très souvent sur Bitpanda, quand vous utilisez le produit, vous avez des petites offres en cashback ou si vous faites un peu de volume sur la plateforme, on va vous offrir du Doge ou du BTC. En ce moment, visiblement, c'est du Doge. Voilà. Donc la plateforme qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies, que vous pouvez bien entendu sortir de la plateforme, ce que je vous invite d'ailleurs vivement à faire pour les sortir sur un wallet type Ledger. Vous pouvez aussi acheter des actions, des matières premières, etc. Donc le parcours d'achat est assez simple. Vous choisissez le type d'actif que vous voulez acheter. Par exemple, vous pouvez acheter de l'or, des actions américaines. Vous avez quoi en matière première? Voilà, métaux précieux, gasoline, etc. Et vous avez bien entendu les cryptos. Et quand je vous dis qu'il y a du choix en termes de crypto, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix en termes de crypto. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Au niveau des frais, ils sont plus chers que sur des plateformes type Binance, OKEx, etc. Donc c'est pas la plateforme que je conseillerais pour faire du trading actif. Par contre, pour faire des petits achats ponctuels pour pouvoir s'exposer aux crypto-monnaies et les garder sur la durée, la plateforme elle est superbe. Le KYC se fait hyper rapidement et en plus vous êtes en sécurité. En sachant que Bitpanda existe depuis au moins une dizaine d'années maintenant. Voilà, j'aime bien l'appeler le Coinbase autrichien. Et pour ceux qui aiment faire du trading actif, une fois que vous avez créé le compte, vous avez la partie Bitpanda Fusion où justement les frais sont moins chers et vous avez ici une interface dédiée au trading avec les principales paires. Donc là aussi, vous avez quand même beaucoup de choix, paire USD, en paire euro, etc. Et donc les frais, ça démarre à partir de 0,25%. Donc beaucoup moins que certains concurrents comme Coinbase, naturellement. Et donc voilà pourquoi c'est beaucoup plus adapté pour du trading actif que sur l'interface par défaut. Vous pouvez acheter, vendre tranquillement ici. Et j'enchaîne. Donc du coup au niveau de l'actualité, donc on a le petit update où on rebrasse un peu les mêmes actualités en boucle sur Ethereum. Là, on nous explique cette fois que le focus va être sur l'interopérabilité. Donc pour faire très court, qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum ces 2 dernières années? Bon, c'est beaucoup concentré sur faire baisser les frais, augmenter la capacité du réseau à éponger une grosse quantité de transactions. Maintenant, il va falloir se concentrer sur l'expérience utilisateur. Donc, le premier focus va se faire sur l'interopérabilité. En gros, ils vont créer ce qu'ils appellent l'Ethereum Interoperability Layer. On avait vu justement des bridges, on a vu des solutions de cross-messaging comme Layer 0, Wormhole, je pense aussi à Polygon avec Layer, etc. Bah là, ce serait une solution un peu in-house
type Ethereum. Et la documentation sortirait à partir du mois d'octobre. Donc, on aura plus d'informations à ce sujet-là. Le but final, c'est quoi? C'est que les gens aient une expérience sur Ethereum semblable à du Solana, par exemple, ou même s'il y a des roll-ups en backstage, bah, tu as l'impression que c'est un seul et même Ethereum. Donc ça facilite quand même l'expérience utilisateur. Donc tout ça, on va savoir beaucoup plus à partir d'octobre. Également, comme je vous le disais dans les émissions précédentes, dès 2026, on aura une nouvelle mise à jour qui sera probablement Ethereum Glamsterdam et je m'attends à ce que ça sorte en été 2026. Glamsterdam qui devrait réduire le temps de bloc. On a actuellement des blocs de 12 secondes. On devrait descendre à 6 secondes dans un premier temps, peut-être 5 ou 4 secondes plus tard. Et surtout, on aurait la tri-slot finality, pardon. Donc on devrait avoir un temps de finalité de 15 à 30 secondes contre 12 minutes et demie actuellement, ce qui rendrait Ethereum totalement différent. Puisque là, on commencerait à avoir une expérience qui se rapproche un petit peu plus du temps réel et ça ferait un argument quand même assez séduisant pour des institutionnels et des entreprises qui veulent faire des services de paiement directement sur Ethereum, par exemple. Voilà. Ensuite, pour vous parler de Solana cette fois, on a fait Ethereum, on va parler de Solana. On a deux grosses news. La première, c'est qu'on a des géants, donc Galaxy, Jump Crypto et Multicoin qui préparent une trésorerie de 1 milliard de dollars pour acheter du Solana. Donc c'est un mouvement qu'on a vu sur BTC, puis un mouvement qu'on a vu sur Ethereum récemment. Souvenez-vous des reserves pour Ethereum, où on a quasiment 10% du supply d'Ethereum soit sur les ETF, soit sur les réserves. Eh bien, ça va être pareil sur Solana. On a un peu moins de 1 milliard de dollars, je crois, qui a été investi dans les ETF sur Solana. Eh bien, là, on va avoir des grosses réserves stratégiques. Donc, 1 milliard de dollars avec Galaxy Digital, Jump et Multicoin. Et justement, la news du dessous, c'est Pantera Capital qui va aussi faire sa trésorerie à lui seul avec 1,25 milliard de dollars. Donc, on devrait avoir très rapidement 2,25 milliards de dollars de force acheteuse sur Solana. Ça commence à être du sérieux puisque, faut pas oublier que Solana est quand même nettement moins capitalisé qu'Ethereum. Si on fait la comparaison, voilà, la FDV de Ethereum, on est à 540 milliards. Sur Solana, on est à 4 fois moins. On est à 124 milliards. On a même plus de 4 fois moins. Donc forcément, quand tu envoies déjà quelques milliards de réserves stratégiques, ça va forcément avoir un impact beaucoup plus puissant sur le cours. Maintenant, reste à savoir très exactement quand est-ce que ça va se faire. J'ai pas l'impression d'ailleurs que le marché ait vraiment pricé cette information, parce que pour le moment, Solana fait à peu près la même performance qu'Ethereum. Ensuite, news importante selon moi, on en a parlé rapidement la semaine dernière, je crois. C'est Ledger qui baisse définitivement le prix de son Nano S Plus à 49 euros. Alors, Ledger Nano S Plus, c'est quoi? C'est un hardware wallet. C'est un appareil qui vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies. Donc, c'est pas un appareil que vous pouvez utiliser en Bluetooth ou avec un écran tactile. C'est un appareil très simple que vous devez brancher en USB, soit sur votre téléphone Android, soit sur votre PC. Vous pouvez pas utiliser l'application Ledger Live sur iOS via USB malheureusement, mais bon, c'est quand même suffisamment pratique sur PC. Et donc pour seulement 50 euros, vous avez la compatibilité avec les majeures crypto-monnaies, avec les majeures wallets. Je pense à Backpack, OKEx, Phantom, Rabbi, MetaMask, etc. Donc pour seulement 50 euros ou 210 dirhams. Non, pour seulement 50 euros, vous pouvez protéger vos crypto-monnaies. Et en plus de ça, vous avez un cashback de 10 euros en Bitcoin. Donc, je vous laisse le lien en description pour ceux qui nous écouteront sur YouTube. Je me permets de vous le remettre dans le chat. Bon, Léo l'a fait, c'est parfait, excusez-moi. Et peut-être juste Voilà. pour Et je compléter peux enchaîner. sur ça, parce qu'en fait, j'ai vu, il y avait pas mal de messages à ce sujet-là. En gros, beaucoup de gens disent, ça Ouais. sert à quoi d'acheter un appareil qui va être plus mis à jour, plus soutenu, etc. En fait, vous confondez Nano S et Nano S Plus, en fait. Et nous, on a vu parler Ouais, avec la tout à team fait. Ledger, etc. Et ils nous ont clairement dit qu'ils voyaient le Nano S Plus être supporté encore pour de longues années. C'était surtout que le Nano S, à différencier avec le Nano S Plus dont on parle là, le Nano S, lui existait depuis beaucoup plus de temps. Et c'est 2016. ça qui a vraiment changé En beaucoup les gros, le choses. Nano S, il a tenu 8 ans. Il a tenu 8 ans. Et c'est une boîte de sécurité. Donc, si vous voulez, le Nano S Plus est beaucoup plus à jour. Il y a plus de place. Le hardware, il est un petit peu plus à jour. Donc, voilà, il se concentre sur le Nano S Plus. Le Nano S Plus qui est sorti, je crois, en 2023 ou 2024. Donc, absolument rien à voir. Donc, autant vous dire que pour les 10 prochaines années, je pense, il y a pas d'inquiétude. Et qu'on se le dise, baisser, parce que l'offre est quand même agressive, baisser de 79 à 49 euros, l'idée c'est de vous dire, voilà, on veut vous proposer une solution qui vient concurrencer directement les Tangame et les solutions open source type Trésor, etc. pour rester compétitif. Moi, je préfère Ledger parce que c'est compatible avec les principaux Bah, wallets, en tout fait, c'est simplement. surtout que tu as le discount de 10 balles en plus en BTC. Donc, globalement, tu te retrouves Mm. à acheter l'appareil plus ou moins autour de 40 euros.
et je pense qu'ils sont pas très loin du prix coûtant sur ça. Donc c'est pas pour vous dire c'est un prix coûtant donc achetez, hein. Mais si jamais vous n'avez pas de cold wallet et vous avez les moyens de vous en offrir un et que vous avez assez d'actifs à sécuriser en crypto, ce que je suppose, bah c'est quand même quelque chose de très sympa. Alors après, moi perso, j'utilise surtout le Stack, le Stacks, le Flex et d'autres solutions. Mais voilà, je pense que cette solution, elle est très abordable d'un point de vue prix et elle suffit largement pour les gens qui ont des besoins qui sont assez basiques et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir le meilleur produit au plus cher, etc., quoi. Et oui, comme le dit quelqu'un dans le Franchement, chat, il est très achetez pas bien, sur ouais. Amazon ou quoi que ce soit. Il y a les offres Ouais. directement via Ledger et ça vous offre quand même la sécurité d'être sûr que vous recevez le bon appareil et pas un appareil corrompu, contrairement à ce que vous pouvez avoir sur Le Bon Coin, sur Amazon ou tout site qui fait de la revente de ces produits-là, quoi. C'est ça, acheter que du neuf. Une protection, ça Bah, s'achète c'est comme neuf. si t'achetais Et pas que des un protections hardware, préservatif hein. déjà utilisé, quoi. C'est pas. Bah, c'est exactement ça. Non, mais clairement, c'est ça. Euh, En fait, le risque, si vous achetez de l'occasion, c'est que si l'appareil il est corrompu, bah, en fait, vous donnez votre argent à quelqu'un d'autre. Donc, ça perd tout son intérêt. Ensuite, j'enchaîne. Donc, on a l'USDT qui arrive sur le protocole RGB. Alors, je m'excuse s'il y a des gens qui sont plutôt passionnés de Bitcoin qui écoutent cette émission. C'est vrai que les protocoles sur Bitcoin, type RGB, ARC et tout, j'en ai pas une maîtrise absolue. Mais en gros, RGB, c'est une sorte de layer 3. En gros, c'est en surcouche de Lightning Network. Donc, ça utilise les propriétés de Lightning Network et ça permet de programmer la monnaie. Donc, là, ça va permettre d'avoir un stablecoin natif sur Bitcoin et de pouvoir faire circuler du stablecoin au travers de RGB de manière privée. En fait, il n'y a que les personnes qui vont s'échanger ce stablecoin qui vont comprendre le contenu des transactions. Il y a seulement qu'une petite partie des informations qui vont être stockées sur la blockchain Bitcoin. Donc ça réduit le poids des transactions, ça réduit les coûts également. Et c'est vraiment le tout début pour RGB. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des grosses quantités d'USDT qui arrivent sur Bitcoin dans un premier temps. Mais petit à petit, ça va se faire. Surtout qu'il faut savoir qu'historiquement, Tether a commencé sur Omni Protocol, qui était aussi un layer 2 de Bitcoin. C'est juste qu'après, ils sont partis sur les autres blockchains, etc. Alors je sais que ma cam a disparu. J'essaie de le régler, mais là pour le moment elle fait des caprices, donc je regarderai ça après, je continue les explications. Donc ça c'est la grosse news, je sais pas si tu as suivi en détail ça Léo, je sais qu'en En de fait, manière générale tu de maîtrises ce bien. que j'ai compris, c'est pas encore totalement clair, parce qu'en fait, j'ai vu des gens, enfin, on a tweeté dessus, moi j'ai vu plein de gens tweeter dessus. Après, j'ai vu des gens qui essayaient plus ou moins de corriger les choses. Enfin, l'idée, c'est que, en gros, les citoyens américains puissent trader sur des plateformes comme Binance, Bybit, etc., qui sont pas forcément régulées aux US. L'objectif, c'est de pouvoir trader sur des plateformes, même des plateformes qui sont principalement régulées en Europe ou quoi que ce soit, en tant que citoyen américain, sachant que les résidents américains jusqu'à maintenant étaient très bloqués dans les solutions auxquelles ils avaient accès. Donc ça va élargir le panel, donc c'est quelque chose qui est plutôt positif. Je pense que surtout ce qu'il faut noter, c'est que les institutions financières américaines et les régulateurs font tout pour pousser les cryptos. Je pense que c'est ça le signal, c'est que Ouais, ils sont ouais. prêts à tout et je pense que, enfin, globalement, c'est le mandat Trump qui booste tout ça. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Après, ça nous concerne moins. En fait, la question, c'est plutôt comment ça va impacter à moyen long terme bah, les exchanges qui sont régulés aux US. Et je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont parlé de Hyperliquid. Est-ce que ça va changer des choses pour Hyperliquid, etc. Franchement, c'est compliqué de le savoir pour l'instant. Franchement c'est compliqué. Mais en gros pour faire très court et très simple, aujourd'hui les Américains ils ont accès à des plateformes d'échange dédiées aux Américains où il y a beaucoup moins de choix, beaucoup moins de possibilités que ce qu'on a nous en Europe ou sur des plateformes offshore. Donc quand on dit plateforme offshore, en gros c'est des plateformes qui sont pas régulées par les États-Unis. Là l'idée c'est de leur dire bon bah au lieu de vous couper un rein pour pouvoir vous mettre en règle et que ça soit une vraie galère et que ça coûte v'là l'argent, etc. Et ben, posséder un statut spécial sous le régime du coup Foreign Board of Trade pour pouvoir être en règle. Et ensuite, une fois que vous avez le statut Foreign Board of Trade, eh bien, les Américains pourront utiliser votre plateforme. C'est pour ça que vous avez Binance d'un côté et Binance US de l'autre, ou vous avez Coinbase pour les US et Coinbase pour nous les Européens, et que tu as plein de plateformes, par exemple Binance non US, etc., qui sont pas disponibles aux Américains. Donc du coup, ça permettrait de faire venir des capitaux américains sur les plateformes étrangères. Donc ça faciliterait encore plus l'accès aux crypto-monnaies, et donc ça créerait du volume, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on va attendre plus d'informations sur ce cadre-là, et puis bah, on vous dira ce que ça va donner. Mais comme l'a très bien dit Léo, bah, ça veut juste dire que pour le moment, on a vraiment envie de pousser les cryptos aux États-Unis. Ensuite, bon, bah, ça, on en a parlé en début d'émission, mais je vais faire un rappel rapidement. Hyperliquid qui renforce ses garde-fous après les vagues de liquidation sur XPL. Donc on l'a vu plus tôt dans cette émission, que ce soit sur XPL et sur WLFI, on a eu des grosses mèches
qui ont liquidé pas mal de bandes, mais ça a été surtout sur XPL que ça a été extrêmement violent. Donc ils ont rajouté des règles supplémentaires pour éviter que ça se passe, mais l'équipe s'est justifiée en disant que même avec les garde-fous qui vont être ajoutés, l'incident qui est arrivé justement sur XPL, il n'aurait pas pu être empêché. Parce que si quelqu'un a envie d'arriver avec énormément d'argent à un tel point que le marché il sera pas capable d'éponger du côté des shorters, et ben forcément ça va partir en cacahuète. Donc je pense qu'il y aura d'autres garde-fous qui vont arriver plus tard. Peut-être qu'il y a des nouvelles solutions d'Oracle qui vont arriver, des nouvelles sécurités, etc. Mais c'est un début. Comme ils le disent, Comme indiqué par ici, on nature, est c'est comme passé ça, d'un quoi. prix de... Ça changera pas fondamentalement. On peut mettre plein de Bah ouais, limites et de contraintes, mais dans tous les cas, à partir du moment où tu trades un actif qui n'a pas de enfin, dont le sous-jacent n'existe pas encore, ça rend le truc beaucoup moins liquide, beaucoup moins arbitrable, et c'est très compliqué d'avoir un oracle qui lui-même a un impact sur les prix de liquidation et qui soit ultra performant, sachant que, enfin voilà. Après, en fait, pour moi, je pense que c'est surtout est-ce que, enfin, à quel point ils vont inclure les autres venues, genre du style Binance et tout dessus. Mais ils ont fait c'est pas mal ça. de changements de ce côté-là. Et je crois qu'ils ont aussi disé les fundings qui sont distribués, enfin, les fundings qui sont distribués via les pré-markets, donc quand tu shorts ou tu long en fonction du prix, ont été divisés par 5. Donc voilà. Voilà. Désolé de pas plus maîtriser le sujet de fond en comble sur les garde-fous, mais tout ça pour vous dire que ça s'améliore, mais que ce sera probablement pas suffisant si quelqu'un a envie de faire des petites dingueries sur les personnes qui veulent le shorter pour sécuriser leur investissement en précède. Ensuite, on a Trump Media et Crypto.com qui lancent un gros pari. Donc en gros, la boîte Trump Media and Technology, qui est cotée en bourse avec une capitalisation de proche de 5 milliards de dollars, a indiqué que ils allaient acheter du CRO et se faire une petite réserve. Alors, c'est pas un achat de fou, hein. Ils ont acheté 105 millions de CRO, ils vont en racheter d'autres plus tard. Mais l'idée, ce serait de monter à 6,4 milliards sur le CRO. Donc là, par contre, c'est assez énorme, qu'on se le dise. Donc je pense que c'est un échange de bons procédés. Je Ils pense le mettent juste que... là. 50M en, genre Crypto.com a acheté 50 millions de dollars en actions Trump Media C'est en ça. échange, quoi. Et en gros, la deuxième chose qui est importante, c'est que sur le réseau social Truth Social, donc vous connaissez peut-être pas, mais en gros, quand Trump a perdu les élections, alors pas aux dernières élections, mais celles d'avant, celles où c'est Biden qui est passé président et qu'il a voulu faire son espèce de coup d'État au Capitole, etc., il y a eu justement une vague de bannissement après ça, où Trump a été banni de Twitter, il a été banni de Facebook. En gros, il n'avait plus de réseau social pour pouvoir s'exprimer. Il s'est pris une censure des réseaux sociaux. Donc il a dit, ok, bah, si je suis censuré des réseaux sociaux, bah, je vais faire mon propre réseau social. Donc il a créé Truth Social, qui est une sorte de Twitter made in Trump. Du coup, eh bien, ce réseau social, où il a généralement tendance à tweeter des choses exclusives, eh bien, va intégrer des produits de crypto.com, donc points de fidélité, paiement, abonnement, staking, etc. Et donc, ça va générer des nouveaux leviers de revenus pour la plateforme Truth Social et donc à Trump. Et donc, de son côté, bah, on peut s'attendre à ce que Crypto.com fasse le tapis rouge à Trump en faisant la promotion de ses différentes boîtes, de ses différents produits, etc. Donc, en résumé, on a Trump qui investit sur Crypto.com et Crypto.com qui investit sur Trump pour faire un échange de bons procédés. On n'oublie pas le gros scammer derrière Crypto.com avec l'histoire de Monaco Card et tout depuis le début, hein. Donc pour vous dire à quel point vous pouvez faire du crime, du drama et au final vous faire adouber par le président des États-Unis, c'est assez ironique. Alors n'oubliez pas que la base sur ce marché, c'est de faire un braquage dans un temps 1, devenir riche et après vous racheter une virginité. C'est la base sur C'est ce à chaque marché fois la aussi. même chose. Tout le monde fait ça et des fois il y a achat de virginité et après il y a crime. Ça aussi ça marche. Bon, Dans tous les cas, de ce que je continuons. comprends, c'est qu'il y a crime. Pas nous du coup. Pas nous, Oui. on n'a pas de volonté de crime. Si jamais, voilà, nous c'est différent. Euh, Soit suivre, Google bro. veut lancer... Google veut lancer sa blockchain universelle. Alors ça s'appellerait Google Cloud Universal Ledger. Donc ce serait une blockchain sans token. Pour faire très court, c'est pas la première initiative. Alors tu vois, j'ai tapé Hyperliquid, c'était un lapsus. Je voulais taper Hyperledger. Il y a des initiatives de blockchain sans token depuis un paquet d'années hein, maintenant. T'as Hyperledger, t'as je crois R3 Corda, voilà, t'as des trucs comme ça. En fait, c'est des blockchains pour entreprises. C'est pour les entreprises qui veulent profiter de la technologie blockchain pour sécuriser certaines données qui veulent pas forcément passer par des Ethereum, etc. T'as même des solutions sur Amazon,
T'as une solution sur, comment ça s'appelle, Oracle aussi. Bah là, je pense juste c'est Google qui dit voilà, bah on va faire notre solution aussi, histoire de faire quelques partenariats stratégiques, maîtriser un Ça a petit l'air peu d'être plus la gros quand même, technologie hein. des smart contracts. Ça a l'air Oui, d'être très oui, très bah gros, c'est hein. c'est en gros, regarde, sur le site Google Cloud, t'as un truc qui s'appelle Google Cloud Web 3, et je pense juste que Google, parce qu'ils se doivent en fait d'être présents sur toutes sortes de technologies, bah ils doivent être présents aussi sur le Web 3, donc ils font leur techno blockchain, ils vont faire leur techno de smart contract, puisque là ça va être des smart contracts en Python, et que je pense qu'ils veulent avoir leur pool de développeurs sur le Python en fait, tout simplement. Enfin, moi, ce que j'ai vu globalement, c'est qu'ils avaient une team qui avait fait genre des recherches de malades depuis des années et qu'ils ont une team dédiée sur ça depuis un bon moment, hein. Donc, Oui, c'est oui, pour ça oui, que je bien disais que sûr. ça avait l'air méga big, c'est qu'ils ont l'air d'avoir mis les efforts pour. Après, peut-être que c'est du bullshit, etc. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça Non, je donnait, pense quoi, de pas. ce que j'avais lu. Mais comme Facebook, tu sais, avec Libra à l'époque, qui est devenu après suit Aptos et qui a servi à Hyperliquid, puisque le consensus d'Hyperliquid, il est basé sur les travaux de Facebook, hein, notamment. Mais c'est juste que, voilà, je pense que c'est juste histoire de se placer sur le Web 3, ils vont faire quelques partenariats stratégiques comme ils l'ont toujours fait et basta. Mais t'auras pas de token de toute façon, donc tu pourras pas spéculer dessus. Alors ça, Voilà. Sandbox, là, waouh. Enfin, globalement, moi, de ce que j'en ai compris, c'est de te couper l'herbe un petit peu sous le pied, mais globalement, ils ont Ce dégagé sujet, ouais. Sébastien Borget et les fondateurs. Ils ont remplacé ces mecs-là par les mecs qui gèrent Animoca Brand. Ils ont Voilà. licencié la majorité des employés et globalement, ils se Voilà. dirigent vers un pump fund. Donc, bah, je te laisse faire le boulot. En gros, effectivement, bah, The Sandbox, zéro buzz. Depuis des années, zéro buzz, parce que bah, c'est pas déjà c'est du métaverse, ça marche pas trop. Le produit s'adresse pas du tout aux gamers. Ils ont voulu faire plein de d'expériences métaverse avec des entreprises pour faire du B2B et au final, ça a pas pris. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, le principal investisseur historique de The Sandbox, c'est Animoca. Donc juste en fait, bah là, je pense que c'est pour dire à Sébastien Borget, vas-y, c'est bon, fais tes trucs de ton côté. Nous, on T'as pris gère, ton on argent. garde le produit, on garde le produit parce que le produit il est là de toute façon, mais juste, bah, on va essayer de faire des nouvelles cash machines parce que Animoca, ils sont là pour faire des sous tout simplement. Donc ouais, ils vont lancer un launchpad de Memecoin, ouais. The Sandbox va lancer un launchpad Pas de sur Memecoin. Base ou un truc comme ça? Un truc comme ça, je sais pas. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, Bah écoute, ouais, moi, voilà, quand j'ai hein. lu ça, je m'attendais à rien, mais là, je suis quand même, quand même déçu. Ouais, après, Là, ils restructurent une boîte qui a levé trop d'argent, qui en a perdu trop, et je pense qu'Animoca veulent sauver l'argent qu'ils ont mis dedans et leur investissement, quoi. c'est ça, tout simplement. Et puis ils ont une trésorerie de 100 à 300 M, donc le but c'est de pas de cramer l'argent, hein. Logique, hein, j'ai envie de te dire. Toute la masse salariale inutile, tu la dégages, et puis tu gardes quelques têtes pour faire des cash machines, si tu arrives à faire des cash machines, et tu maintiens la trésorerie à flot, et puis voilà. Tu sors un petit token de temps en temps, histoire de milk un petit peu. Et voilà pour les actualités, du coup. Après, bah, beaucoup de choses à vous dire. Encore une fois, on approche les 20 000 abonnés sur la chaîne de Coin Academy, donc n'hésitez pas à vous abonner naturellement, ça ferait plaisir de passer les 20 000 courant septembre. Statistiquement, on devrait les passer en septembre, mais voilà, je mets quand même un petit push. Après, au niveau des taux, on a potentiellement une baisse des taux pour septembre, puisqu'on est sur une chance de 86,4%, donc ce sera probablement une légère baisse des taux, hein, de l'ordre de 0,25%, mais ça enverra quand même un signal positif au marché. Reste à savoir comment le marché va pricer l'information. L'analyse de World Liberty Financial qui est disponible sur la chaîne de Coin Academy. Donc voilà, c'est un nouveau format, comme je le disais. Donc c'est ma tête à droite, avec des choses présentées à gauche. Quand j'ai besoin d'illustrer un petit peu plus le propos, bon, bah, je rajoute des choses dans le montage. Je vous mets toutes les informations utiles en description. Vous avez également, bien entendu, l'analyse fondamentale disponible sur le site de Coin Academy. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'essaie à chaque fois dans l'analyse fondamentale de vous dire un petit peu les prix d'achat de tout le monde, notamment le fait que voilà, prix d'achat entre 0,015 $ et 0,1 $, que la réserve Ah, mais du coup, stratégique elle ils est ont déjà rentrée à 20 TP centimes. 55% de ce que je dis. Parce qu'on a écrit Qui 30% de supply a été vendu, Ah 20% non, 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 de... non, non. Non. Non, oui, non, en fait, non. C'est que, Il y a des ordres en différents, parce gros, que l'un, c'est 20% de quelque chose, 5% de quelque en chose. gros, tu as 30% qui a été vendu à des investisseurs privés, plus 25% qui a été vendu en public sale. Donc, en gros, tu as 55% du supply qui a été vendu. Et ensuite, tu as le reste du supply, tu vois, qui va être pour des incitations communautaires, 2,5% pour la team. Et
Et tu vois, token, alors c'est ça qui est intéressant, bon, je le dis dans la vidéo, hein, de toute façon. Hein. Mais en gros, la public sale devrait avoir vendu 35% du supply. Sauf qu'en réalité, tu vois, ils en ont vendu que 25%. Donc tu as 10% du supply, on sait pas ce qu'ils vont en faire. On ne sait pas s'ils vont le burn, on ne sait pas s'ils vont faire un troisième round de public sale, on ne sait absolument pas ce qu'ils vont en faire. Donc tout ça expliqué dans la vidéo, hein, la partie stablecoin, le fait qu'ils veulent faire aussi un espèce de Venmo, Revolut, N26, etc. like, avec une application mobile. Voilà, bon, je spoil pas mal la vidéo, mais vous aurez plus de détails. Je vous invite vraiment à la regarder. Ensuite, on peut parler un petit peu de marché OTC. Alors, je fais pas une promo du marché Wales Market, c'est juste que c'est un produit que je connais, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Donc, Wales Market, le principe c'est quoi? C'est que si vous avez acheté des jetons qui sont pas encore sortis, vous pouvez déjà les mettre en vente. En gros, vous mettez un Ils ont baisé tout le monde collatéral à sur vous. HL, hein, si jamais. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Non, je ne me souviens Euh, pas. Bon, en fait, il y avait un pré-market sur HL et en gros, ils ont décidé d'annuler tout quand le jeton est sorti. Donc, enfin, moi, je n'irais pas bloquer trop d'argent dans un truc comme ça. Bon, si jamais. Ouais. Mais ça peut servir pour valoriser un jeton, etc. Dans tous les cas, vous avez des pré-market aussi sur Binance et sur HL, mais globalement, ils nous ont tous baisé sur le lancement au TGE de Hype. Donc, je préfère le noter, si jamais. Ouais, bah tu fais bien de le noter. En fait, moi, j'ai appris un truc, tu vois. C'est qu'il y a encore peu de temps, le XPL, tu pouvais l'acheter à 30 centimes ou 35 centimes en pré-market. Mais moi, dans ma tête, je pensais que bah, tu devais attendre la sortie de jetons pour pouvoir vendre ton jeton. Sauf que depuis 3 mois, tu as un système de resale sur Wells Market où en fait, tu peux revendre ton contrat à quelqu'un avant que le jeton sorte. En gros, c'est la même chose qu'HL, mais sans levier, quoi. Donc, tu as la doc qui l'explique. En gros, imaginons vous l'achetez à 30 centimes et puis le jeton il fait x2 avant la sortie, et ben vous pouvez le resell. C'est pour ça que là, quand vous regardez un petit peu l'historique de transactions, vous pouvez voir certaines transactions qui sont resell, c'est-à-dire que l'acheteur initial, il a revendu son contrat à une troisième personne. Donc, n'hésitez pas à lire la doc, faites gaffe aux petites subtilités, bien entendu, mais ça peut parfois être intéressant si vous avez la vision. On a eu une panne aussi, alors j'en ai pas parlé dans le Coin Hebdo, mais on a eu une panne de 18 minutes sur les futurs sur Binance. Ça a été une petite secouée pour le marché. Alors ça a duré que 18 minutes, mais voilà, petite panne sur Binance, pas de panne sur Hyperliquid. Fallait placer le Si, hashword. si, on en a eu. On en a eu. Ah ouais? Ouais, mais pas à On a à eu ce un. moment-là en tout cas. Non, pas en même temps, mais il y a eu un outage de l'API pendant un petit. Hmm. Enfin, je sais pas si tu te souviens. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu ça. Ensuite, on a Soleiller qui a dévoilé son bridge. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un bridge dédié au Layer 1 et au Rollup qui font tourner la machine virtuelle Solana. Donc, dans un premier temps, c'est un bridge uniquement entre le réseau testnet ou devnet de Solana et de Soleiller. Ça va bien entendu sortir sur le mainnet bientôt. Et l'idée, c'est que tous les Rollups de Solana ou des roll-ups d'Ethereum puissent utiliser ce bridge. Donc, je pense à Soon, c'est Soon SVM. Tu as Sonic SVM, Soleiller, du coup, Eclipse, etc. Que tout le monde puisse utiliser ce bridge. Et c'est un bridge qui est pensé lui aussi pour être hyper performant. Alors, je vais faire une critique constructive de Soleiller. Sachez que moi, j'en ai un du Soleiller, je l'ai acheté en public sale, enfin en pre-sale, pardon. Soleiller est sur le papier extrêmement séduisant, ultra performant. À la base, c'est un protocole de risk-taking de ouf, etc. Dans les faits, je ne vois pas d'écosystème. Et la seule chose que je vois sur leurs réseaux sociaux, c'est leur carte bancaire Emerald Card. Ça fait très 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 léger. Donc là, ils sortent un nouveau truc, le bridge, c'est très bien. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils sont occupés à sortir des petits trucs à gauche, à droite, mais ils sont pas occupés à créer un écosystème. Et ça me casse les couilles profondément. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, donc comme je vous le disais plus tôt, Soleiller qui a fait partenariat avec SoonNetVM pour que Soon puisse... en gros, quand vous lancez un jeton sur Solana, et ben grâce à ce bridge, il va pouvoir rapidement exister sur Soon, sur Soleiller, etc. Donc ça évitera la fragmentation des liquidités. Et le bridge est capable de monter jusqu'à 30 000 transactions par seconde. Donc, il y aurait possibilité de faire de l'arbitrage également par le biais de ce bridge. Ensuite, bon, attention à la manipulation pour ça, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est pas la peine de reparler 15 fois de la même chose. On a le vote pour Solana Alpenglow qui va passer, voilà, qui est à 99% de oui ou de non-vote. Donc Solana Alpenglow qui va permettre à Solana d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Impatient de voir ça. Ça, je voulais en parler, Léo. Est-ce que tu as vu passer l'histoire du Proof of Burn? Bon, Non, non, non.
on se plaint beaucoup en ce moment dans ces émissions de se dire on est sur un marché du crime ou de la débilité. Alors j'assume peut-être de me tromper, mais je pense que dans les trucs les plus débiles de ce marché, on est dans le top 3 et c'est peut-être pas le troisième. Alors je vous explique. Le proof of burn, l'idée c'est que tu envoies des ethers pour les burns et on te rend un BETH, donc un ether burné qui vaut rien, pour te remercier d'avoir burn ton ether et on te dit peut-être que ce jeton proof of burn servira à de la DeFi ou de Soulbound token, etc. Donc là, tu pourrais dire, là, tu pourrais dire, Léo, mais quel est l'abruti qui a pensé ça? Alors, qui a pensé ça, je sais pas, mais tu sais qui en fait la promotion? Si. Joseph Non. Lubin. Ah ouais? Waouh. Would the ETH burner economy grow so large that some certificated hardcore burning ETH to mint BETH? Ouais, en gros, tu vois, tu burns des ethers pour avoir des Donc burns d'ethers. en gros, si je comprends bien, je donne à un protocole quelque chose qui a de la valeur pour me donner quelque chose qui n'a pas de valeur et je serai heureux. Exactement. Ok, très bien, parfait. Merci. Oh, mais Et t'as le c'est cofondateur de vraiment, Terra. tu jettes ta nourriture à la poubelle et après on te donne un token poubelle et on te dit, ouais, t'inquiète, ça vaut quelque chose, frère. Je suis en mode, quoi? C'est quoi Et ce t'as le merdier, là? cofondateur d'Ethereum qui est tellement en dèche de pumper l'ETH qui commence à en parler comme si c'était une putain de révolution. Moi, je te dis sincèrement, ça me fait honte, frère, mais ça me fait honte. T'as même pas idée. Comment on a pu en arriver là? Non, non, mais en plus, alors, très intéressant, message chat, comme les NFT en gros. Les NFT, à la base, l'idée, elle est très bien. Tout ce qui s'est passé ensuite, effectivement, de faire toutes les déclinaisons d'animaux sous toutes les couleurs, etc. Bon, Après, la c'est un autre spéculation, sujet. c'est la spéculation, ouais. Mais le sous-jacent technologique, il est très bien. Mais là, il n'y a pas de sous-jacent technologique. Le seul sous-jacent, c'est de dire, venez burn des éthers comme ça. Si tout le monde burn les éthers, eh ben, il est plus rare. S'il est plus rare, le prix va monter. Donc, venez vite burn des éthers. Je le fais pour la communauté Ether. Donc, ils ont sorti l'Ethereum Community Foundation. Pareil. Alors ça, c'est un autre truc. Je suis très aigri aujourd'hui. Et je suis pas aigri contre Ether parce que c'est pas l'Ethereum Foundation qui pousse ça. Ce sont des tiers. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais on te dit, là, c'est pareil, pour faire partie de l'Ethereum Community Foundation, en gros, il faut lancer une initiative. Tu dois pas avoir ton propre jeton. Donc, en gros, tu travailles pour l'amour HelloFresh. Ton jeton, ton projet, il doit earn des fees en Ether et il doit les burn. Donc, en gros, tu travailles gratuit, quoi. Et si tu travailles gratuit, tu peux faire partie de cette Community Foundation et choper des grants. Je comprends pas. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien à ce marché, frérot. Je suis sérieux, hein. Je suis abasourdi. Peut-être qu'il me manque des éléments, mais là, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu une idée de merde, quoi. Il y en a plein des idées de merde sur ce marché pourtant. Ah Mais là, non, mais c'est vrai celle-là, que c'est, waouh. voilà. Vous n'aurez rien, vous serez heureux. Bon, allez. Ouais. Ça souffre Salut de les gars, film. pourquoi le titre Trump sort sa nouvelle crypto? Parce que demain c'est la sortie du jeton World Liberty Financial et que il y a certains comptes pseudo-officiels comme Dylan qui en font la promotion. Et par exemple, bah là on nous dit que qu'il va y avoir du buyback and burn de jetons WLFI, donc que le jeton WLFI va être de plus en plus rare. Voilà. Il y a quelqu'un qui parle du fait que, enfin, est-ce que ça va être listé sur HL ou quoi? Moi, de ce que je sais, non. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, enfin, je connais personne qui va lister le WLFI en spot sur HL. Mais peut-être que Unit va se lancer ça à la dernière minute, ou peut-être que WLFI ont déjà une team pour lancer ça. Mais moi, j'ai rien vu dans ce sens-là jusqu'à maintenant. Voilà, une app WLFI app bientôt. Bon, tout ça, je l'explique dans la vidéo, hein, mais en gros, comprenez que Trump, il va sortir son Revolut, quoi. Il va sortir son Revolut avec du dollar USD1 en backstage. Ce dollar USD1 va générer des revenus. Je crois que 60% des revenus liés au stablecoin, ça part dans les poches de la famille Trump. Donc eux, ils mangent. Donc en fait, leur objectif à eux, c'est pas tellement de manger sur la vente de WLFI, c'est de manger sur les revenus générés par l'écosystème. Donc ils font plein de partenariats stratégiques avec plein d'exchanges, des Getio, des Bybit, des Binance. Et d'ailleurs à ce sujet-là, je sais pas si t'as vu, il y a un système de points qui a été lancé où tu peux en gros utiliser tes stablecoins USD1 pour gratter des points. On n'a aucune information à ma connaissance sur à quoi vont servir les points. Voilà. Mais comme je te le disais en off, T'inquiète. en gros, Enfin, en gros, l'objectif, c'est de milquer à mort l'écosystème crypto et d'extraire. Enfin, en gros, enfin, c'est un pump fund plus sophistiqué, hein, d'une certaine manière. Enfin, quand je dis un pump fund, ça n'a rien à voir dans le fondamental du produit ouais. final disponible de tous.
Mais moi, l'impression que ce que j'ai, c'est tutoriel comment max extract le plus vite Ah, possible c'est avec l'image vraiment, du président. c'est vraiment du génie. En gros, comprenez bien, Trump, il a sorti des NFT, ce qui marchait pour faire des sous. Il a sorti deux meme coins, ce qui marchait pour faire des sous. Là, il sort un stablecoin ultra capitalisé avec un espace type AAV pour pouvoir faire du lending borrowing, tout en ayant un wallet qui accumule différents altcoins, tout en poussant des entreprises à se faire des réserves stratégiques en crypto-monnaie. C'est-à-dire que tous les narratifs récents qui ont actuellement marché, en tout cas à un temps, qui ont fait des sous, il les enchaîne de manière stratégique les uns derrière les autres. C'est le Napoléon de l'extraction. Il manque plus que le launchpad de Memecoin et c'est échec and Mais mat. non, mais c'est genre juste. En fait, il prend des milliards devant les yeux de tout le monde et personne va rien dire, personne va rien faire, tout le monde va fermer sa gueule. Et lui, il aura quadruplé sa fortune en un mandat grâce aux crypto, alors qu'avant, il faisait pas tant d'argent que ça. Après, GG à lui, hein. ouais. Il pousse personne à acheter, hein. Ouais, après, et puis tu peux argumenter le fait que il y a eu une public sale et que tout le monde pouvait in et c'est juste les gens ils ont pas in parce que ça bidait. Mais bref, je pense honnêtement on verra on verra comment le crime organisé s'est bien organisé demain. Ça devrait être intéressant. Mais après, à tout moment, ils font un énorme classique. Peut-être que Mark Veller de AAV, c'est des choses qu'on ne sait pas ou que c'est un projet ultra sérieux, etc., Mais je etc. pense qu'il est sérieux celui-là. Je pense qu'il est sérieux dans le sens où il va y avoir une app. Non, non, mais si tu oublies le token, que juste tu as une app où les gens ils vont pouvoir déposer des vrais dollars pour faire du rendement comme tu peux l'avoir sur des exchanges, comme tu peux l'avoir Oui, mais en gros, tu ça peux, c'est tu peux sérieux, déjà tu vois. faire tout ça n'importe où, en fait. Ça va rien changer. Exact, C'est genre juste ce qu'il prend ses parts de exact, marché, exact. quoi. Sauf que là c'est Trump. Rendez-vous demain pour le divertissement. Donc, qu'est-ce que j'ai noté Moi, j'ai d'autre? plein Oui, de news. bon. J'ai plein de Oui, bah news. tu vas. Elle est pour toi celle-là. Je te laisse la commenter carrément. Ouais. Bah, du coup, en fait, sur HL, ça bouge beaucoup. En gros, jusqu'à maintenant, on a eu Rabi qui a, enfin, jusqu'à maintenant, on a eu Phantom qui ont intégré Hyperliquid. Du coup, maintenant, il y a Rabi qui annonce officiellement qu'ils vont intégrer Hyperliquid. Il y a MetaMask qui a dit qu'ils intégraient Hyperliquid. Et maintenant, il y a Rainbow Wallet qui disent qu'ils vont intégrer Hyperliquid. Donc, en gros, tous les wallets vont avoir Hyperliquid intégré nativement dedans pour trader les perps. Et il y a eu un tweet aussi de Mark Veller qui a dit que AAV arriverait sûrement Ouais. sur l'HyperEVM. Chose à noter, les plus gros money market, donc équivalent de AAV sur l'HyperEVM, c'est quoi? Felix et Hyperland. Felix utilise la technologie de Morpho, sous licence, je crois. Et Hyperland est un Hyperland. friendly fork. Enfin, Hyperland est un friendly fork de AAV V3, de ce que j'ai vu. Et Mark Veller a commenté dans ce sens-là. Donc en fait, honnêtement, les gars, je sais pas ce que fait Mark Veller, mais en gros, Mark Veller nous a dit dans la même journée, ce serait cool que AAV ça arrive sur HyperVM plus ou moins dans un autre tweet. Et puis Mm. après, ils ont dit ah mais non, mais genre on a un friendly fork, on est potes avec Hyperland, etc. Donc honnêtement, je sais pas sur quel pied danser, dans le sens où bah, je vois pas pourquoi AV n'irait pas sur HyperVM comme ils le font pour quand ils sont allés sur Base et puis d'autres chaînes EVM quoi. Mais en même temps, ils ont déjà un friendly fork, donc en gros, est-ce que c'est une garantie du fait qu'ils veulent pas baiser Hyperland? Hyperland, ils ont le founder d'Hyperland, Ness que je connais. Il a tweeté comme quoi et globalement il m'a fait comprendre que bah AAV n'avait pas de plan pour arriver sur HL et que Hyperland était le friendly fork de référence etc. Mais je sais pas si AV ou Marc sont en train de mentir ou c'est très compliqué de savoir Non, si je pense pas qu'il y ait Hyperland va baisser mensonge. les références ou bah Mm. Mm. enfin, à Ouais, partir je du vois ce moment où que il tu veux dit dire. ce serait cool d'arriver sur l'HyperEVM, Marc dit ça, et puis derrière en mode oh, mais les gars, Friendly Fork avec Hyperland, et Zeller qui dit en off tranquille les gars, il y aura rien. Enfin, je suis en mode il était au courant que Hyperland existait déjà avant de faire son tweet pour dire on arrive bientôt. Donc Mm. je Mm, trouve ça pas du tout clair. Pour moi, il y a Anguille sous roche, honnêtement. Et mm, peut-être que je suis con, hein, mais honnêtement, au bout d'un moment, je pense que la DAO AAV, Friendly Fork ou pas avec Hyperland, ils vont se dire, mais en fait, il y a juste trop d'argent à faire pour qu'on n'y va pas, quoi. Enfin, au bout d'un mm. moment, c'est eux qui possèdent la tech, ils font en gros, je crois, il y a un revenu sharing ou il y a un truc comme ça, mais si AAV utilise sa brain pour aller sur HyperVM, ils prendront beaucoup plus d'argent que en supportant Hyperland. Donc, en gros, la question, c'est plus philosophiquement, etc. Mais business is business, comme dit Ness. Donc, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, pas mal d'inconnus. Même moi, qui suis très bien placé, j'ai des infos qui vont dans tous les sens. Donc, voilà. Mm. Pas très clair. Et justement, c'est pour ça que je tweetais que la situation va être assez intéressante à suivre.
Et dans les autres choses qui sont assez intéressantes qui arrivent, il y a notamment le fait que Wormhole arrive sur Hyperliquid, ils ont fait un tweet à ce sujet-là. Il y a le fait que Hyperliquid ont fait une annonce comme quoi le HLP, au lieu de recevoir 3% des revenus de HL, ils vont enfin maintenant ils vont recevoir que 1%. Donc le HLP Ouais, il va perdre en performance logiquement. En fait, la question, c'est est-ce qu'il va perdre en performance très fortement ou peu. Mais ce qui est à noter, c'est que pour moi, cette décision de HL, elle marque très fortement que le HLP est devenu insignifiant et que c'est plus du tout quelque chose sur lequel Hyperliquid capitalise. Donc, il y a 600 M actuellement dans le HLP, mais j'ai un peu l'impression que HL font tout pour l'abandonner doucement mais sûrement et plus trop s'en occuper. Sinon, il y a aussi quelque chose que j'ai l'impression que tout le monde a oublié, mais USDC a été annoncé par Circle pour l'Hyper Event les dernières semaines. Donc, je m'attends aussi à ce que ça bouge assez vite. En plus de tout le momentum qu'il y a sur HL avec les wallets, etc., je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant à surveiller. Et sinon, dans les autres news, il y a AAV aussi qui ont sorti Horizon, qui permet de oui. faire du borrowing sur les reward assets. Donc, pour moi, ça va être assez big. Et puis sinon, je crois que c'est à peu près tout dans les news que je m'étais noté, hein, mais beaucoup de choses autour de Hyperliquid, de la HyperEVM, donc ça c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Et je réitère le tweet que j'avais dit, comme quoi je parlais à plein de gens assez significatifs dans les market makers, dans les VC, dans les LP, dans les DEX, dans les protocoles qui faisaient de HL leur priorité. Je pense que ce que vous voyez là veut plutôt dire que j'étais dans le vrai, quoi, et que je n'étais pas en train de mentir à ce sujet-là. Et attendez-vous à ce que ça continue de plus en plus, quoi. Est-ce que tu veux enchaîner par la T, mon cher Picsou? Attends, je vais partager mon écran. Moi, j'envoie la clim là parce que je suis en train de fondre comme du sucre. Je m'excuse, les gars. T'inquiète, t'inquiète. Hop, hop. Du coup, pour vous parler un petit peu du marché et notamment de BTC, bah, où est-ce qu'on est sur BTC? Bah, sur BTC, on a vu des choses qui n'étaient pas tip-top très récemment, notamment le fait que, bah, en fait, on prenne ce high pour derrière, bah, en fait, réintégrer le range dans lequel on était ici, d'une certaine manière. On a été totalement, bah, chercher l'autre côté. Donc ça, j'ai trouvé ça pas ouf et c'est notamment un des trucs qui m'a pas hyper enjoué. Après, pour être honnête, et aussi le fait que bah, on a perdu les EMA daily, on a perdu les EMA 2 jours, 3 jours. On est en train de se battre avec le weekly. Donc globalement, en daily, en 12 heures et toutes les petites time frames, jusqu'à maintenant, c'est bearish depuis quelques temps. Mais maintenant, on arrive sur un point qui est extrêmement important, à savoir ce niveau ici sur BTC, autour des 109, 108, 109 000 dollars. C'est ici on avait trouvé de la résistance en début d'année. C'est aussi ici qu'on avait trouvé de la résistance bah, en milieu d'année, avant le run qu'on avait eu. Et c'est ici qu'on a justement nos EMA weekly, nos EMA 2 semaines, ce niveau clé horizontal. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont jouer ici. Et du coup, pour moi, c'est assez simple. Et soit on tient ce niveau ici, et à ce moment-là, genre, tout va bien, etc. Mais là, je vous avoue que le lait est un peu lent. Je pense qu'une bonne première confirmation serait le fait qu'on reprenne ici les 112, 113 000 en tant que support ce niveau ici. Mais tant que c'est pas le cas, en vrai, on reteste un niveau qui est assez important. Je pense que vous le voyez bien ici en weekly. Et bon voilà, c'est une négociation assez importante. Les 38% de passement de cette hausse, la reload zone acheteuse de cette hausse ici, avec cette zone bleue ici. Donc beaucoup de choses qui s'alignent dans cette localisation-là. Et je pense que ça va être extrêmement important de tenir ça. Par contre, dans le cas où cette zone ne tient pas, pour une raison X ou Y, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, bah, en fait, globalement, j'ai l'impression qu'il y a un gap énorme entre ici et ici, quoi. C'est-à-dire que, bon, enfin, en gros, pour moi, la chose la plus bearish, ce serait le fait qu'on réintègre sérieusement sous ce niveau ici, qui est un niveau qui nous a servi pas mal de résistance, etc. Et que ça aurait été une chasse de liquidité, et que ça, au global, ce soit une déviation, et qu'au final, on se retrouve par ranger dans ces eaux-là, quoi. Donc après, à voir, est-ce que les ETF vont jouer? Est-ce que on arrive un petit peu à cette situation parce que ETH gagne en force et BTC perd en force du fait que ETH reprend? Ça peut aussi. Je ne sais pas si vous avez vu aussi sur Hyperliquid et Unit, il y a une whale qui a dump des milliards de dollars de BTC en spot pour tout simplement giga long Ether sur les dérivés et acheter du spot Ether. Donc il y a beaucoup de pression vendeuse sur BTC par rapport à Ether et ça on le voit aussi clairement sur le ratio ETH BTC. Hein.
Mais donc tout ça pour vous dire que pour moi là actuellement on est sur une zone extrêmement importante à tenir sur BTC et je pense qu'on peut partir du principe que celle-ci devrait bien réagir et au-delà de réagir le plus important pour moi ça va être de récupérer ce niveau ici et d'avoir de reflip ce niveau ici en tant que support parce que jusqu'à maintenant ça faisait support on passe en dessous et on l'a retesté en tant que résistance donc il faudrait qu'on switch ça et que cette zone réagisse bien. Dans le cas où ça tient pas c'est un peu embêtant et à ce moment on pourrait avoir un retracement qui est un peu plus profond qui se dirige dans cette zone ici et les 38% de la hausse de tout ce cycle. Mais on n'y est pas du tout, donc chaque chose dans son temps. Du côté des terres, tout va plutôt bien. Je vous disais la dernière masterclass que pour moi, il fallait absolument tenir cette zone ici. Je sais pas si tu t'en souviens, j'avais littéralement mis cette zone ici, qui me semblait la zone optimale pour justement défendre ce lot et cette tendance haussière qui est assez forte. Je vous expliquais que pour moi, on avait déjà eu un retracement assez important qu'on pouvait considérer comme un retest de cette zone rouge qui était historiquement la résistance weekly sous laquelle on était depuis tant d'années. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment de raison de retourner ici. Et donc on a une belle réaction ici. Donc voilà, je pense qu'on peut continuer à run à partir d'ici. Ça va évidemment aussi dépendre de la faiblesse ou non de BTC, mais je suis pas pour autant bearish sur Ether. Il nous a montré de la force même dans des conditions où BTC est en perte de vitesse. Donc j'ai un peu l'impression que Ether tient le marché à bout de bras en ce moment. Et personnellement, je m'attends à ce qu'on fasse toujours un nouvel ATH. Donc voilà, je surveille ça. Mais clairement, ATH toujours beaucoup plus attrayant que BTC. Je pense que peut-être ce qu'il faudra surveiller, c'est justement ce ratio Ether contre BTC. Parce que historiquement, en fait, on avait utilisé cette zone ici à de nombreuses reprises comme support, puis résistance, puis résistance, puis résistance, puis support avant de réutiliser en tant que résistance. Donc si jamais on arrive à utiliser ici ce niveau en tant que support vraiment durablement, à ce moment-là, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ça run encore. Par contre, si sur Ether, on commence à clôturer en dessous de ce niveau ici sur la paire ETH-BTC, je m'attendrai à ce que BTC reprenne pas mal de force. Ce niveau-là, pour moi, il est assez important à surveiller. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, on l'avait un petit peu comme une résistance à très court terme. On essaye d'utiliser en tant que support jusqu'à maintenant avec ces rebonds ici, c'est touch, donc tout va bien. Mais si jamais on était amené à perdre un petit peu cette tendance ici qu'on a sur ETH BTC, perdre ce niveau ici, je pense que ça marquerait un top local de la surperformance de Ether contre BTC. Mais on n'y est pas. Pour ce qui est de hype, écoutez, pour l'instant, c'est toujours bullish dans le sens où on est toujours en up only, on utilise toujours les EMA en tant que support. Certes, on a eu une prise de l'ATH, etc., une prise de liquidité ici, ce qui est un peu dégueulasse parce que honnêtement, moi, je m'attendais à un gros breakout après cette chasse, mais ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, on est de retour dans ce putain de range, pour faire très simple. Et je pense que la prochaine fois, si on reprend ce high, ce sera pas pour le chasser, ce sera vraiment pour run. Donc personnellement, moi, je suis hors du marché actuellement. Mais si jamais on a des structures assez bullish dans ces niveaux-là, je n'hésiterai pas à potentiellement rentrer. Et je pense que la vraie confirmation de la fin de ce range, ce sera le moment où on redépassera ce high, parce que pour moi, encore une fois, ça c'est une chasse. Mais si on y retourne et qu'on reva au-dessus de ce niveau-là, pour moi, c'est plus du tout une chasse. Ça montre qu'on a une vraie volonté d'aller plus haut. Sachant que HL a toutes les métriques jusqu'à maintenant pour pump. Euh, c'est marrant, je vous ai mis toutes ces zones bleues parce que pourquoi? Parce que toute cette hausse, on l'a retracée, la zone bleue, donc 61-70%, c'était la zone optimale pour recharger. Toute cette hausse ici, la zone bleue, c'était celle-ci, c'était la zone idéale pour recharger. Dernièrement, toute cette hausse ici, la zone bleue, c'est la zone idéale pour recharger, c'est encore là où on trouve du support. Donc, on fait toujours des creux de plus en plus haut. Juste, on a du mal à faire des sommets de plus en plus haut. Mais pour l'instant, on a quand même une dynamique qui est assez up et qui est juste, entre guillemets, limité par cette giga résistance qu'on a ici autour des 49, 50, 51 dollars. Mais je pense que si on y va la prochaine fois, c'est la bonne. Et dans le doute, personnellement, je reste en dehors du marché dans ce range-là. Et si jamais j'ai des choses sympas à ce moment-là, je me pressionnerai. Mais après, ça peut très bien aller très vite à ce niveau-là. Mais voilà, je surveille encore. C'est encore un peu long, mais toujours Question, bullish. Léo. Ouais. Si ça dumpait sur hype, tu aimerais te servir dans quelle zone? En vrai, c'est compliqué. Mais ce qui est bien avec Hype, contrairement à toutes les autres cryptos, globalement, c'est que tu as quand même un revenu qui est utilisé pour les buybacks et qui te permet de créer une sorte de valorisation, tu vois. Donc, Hmm. si tu sais que tu buyback 2 milliards à l'année et qu'il y a 15 milliards de market cap, ça te fait un ratio qui est assez impressionnant. Et du coup, si tu as genre la market cap qui baisse parce que le prix baisse, mais que les buybacks sont toujours aussi gros, c'est-à-dire qu'ils vont juste racheter encore plus de tokens et que le buyback va servir de plancher ou de support au prix. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas baisser, hein. Enfin, c'est juste que genre, ils rachètent beaucoup de hype dans la durée et ça permet d'absorber beaucoup de vendeurs.
Ça n'empêche pas voilà, mais fondamentalement, c'est une mécanique qui supporte le prix d'une certaine manière. Si jamais on avait un dump, je pense que ça dépendra beaucoup de où est-ce que BTC est, où est-ce il se positionne, etc. Mais je pense à un retest de cette zone ici. Probablement, pour moi, probablement tout ce qui est entre 32 et 40, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Comme quoi, ça vous montre que je suis prêt à acheter assez proche du prix. Pour autant, je pense que l'upside est quand même haut. Donc, je suis pas bearish pour autant du tout sur Hyperliquid. C'est juste que, pour l'instant, je reste en dehors du marché et j'attends de voir ce que ça donne, notamment du côté de BTC et du reste. Mais toujours bullish sur HL à ce niveau-là. Sol, bah, pour l'instant, on fait toujours des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Après avoir flip ici, cette zone ici rouge en tant que support. Je vous disais que pour moi, si on breakait cette zone rouge, c'était vraiment le début de l'emballement sur Solana. Pour l'instant, on voit un petit peu de reprise. Pour moi, le niveau rouge, c'est toujours le point assez important à défendre. Si jamais on a à nouveau de l'acceptation en dessous, je serais assez bearish, parce que ça voudrait dire réintégration du range et probablement aller chercher la bande basse du range. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas, donc genre juste la tendance est défendue et ça continue de pousser. Je pense que ça va être compliqué pour Solana de corriger si Ether continue à run. Donc voilà, moi je surveille ça. Dans les autres gros trucs que je surveille, comme j'en parlais tout à l'heure, la dominance de BTC qui continue de baisser. Mais en même temps, quand on regarde les altcoins, donne-moi un instant. Quand on regarde les altcoins, notamment le Total 3, on voit qu'on n'a toujours pas fait d'ATH, que ça pousse, mais pas tant que ça, alors qu'on a une dominance de BTC qui fait que baisser. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, quoi qu'on en dise, tout l'argent rentre dans Ether, en fait. Et souvent, c'est pump d'Ether, puis pump des alt, etc. Mais ouais, on voit aucune surperformance des altcoins pour l'instant. Peut-être une légère surperformance depuis le début du juillet ici. On voit, là, ce que vous voyez actuellement, c'est la capitalisation du marché crypto en dehors de BTC ETH en paire BTC. Et donc, en fait, vous voyez clairement qu'on a un regain ici de force des altcoins vs BTC. Et c'est toujours assez mineur. Et je pense qu'on peut le voir ici. Ça, c'est toute la capitalisation des cryptos en dehors du top 10 valorisé en BTC. Et on voit qu'il y a quasiment rien eu depuis le début. Donc, tout ce que ça fait, c'est confirmer le fait que, en fait, la majorité de l'argent arrive sur les ETF et via Ether. Et pour vous partager un petit peu tout ça, on a toujours de grosses entrées sur Ethereum, où on a une petite sortie vendredi, mais globalement toujours beaucoup de pression acheteuse, là où sur BTC c'est beaucoup plus calme. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que Michael Saylor, on dirait qu'il a un petit peu ralenti les achats. Les ETF du côté de BTC, ça a aussi ralenti d'un point de vue pression acheteuse. On est en dessous des entrées sur Ether alors que BTC est beaucoup plus capitalisé. Donc ça montre que vraiment toute l'attention est sur Ethereum en ce moment. Et du coup, ça valide totalement ce que je vous disais. Le fait que, en fait, pour l'instant, les altcoins ne surperforment pas, c'est surtout BTC, enfin, surtout Ether qui capte tout et qui fait ralentir au passage BTC parce que, en fait, des gens TP sur BTC pour se mettre sur Ethereum, quoi. Voilà. Mm. Et après, pour les autres choses que je me suis noté, franchement, les alts, il n'y a pas 10 000 trucs intéressants. Juste BNB qui est toujours extrêmement fort et dont personne parle, tout le monde le boude. Le fait de pouvoir avoir du trading pour les citoyens américains sur des plateformes offshore type Binance, ça a fait pump aussi on l'a vu direct après l'annonce que ça s'est bien apprécié. Tao, super calme, on est toujours dans des zones de rechargement, il y a toujours rien qui me presse. Si jamais remets ton écran, c'était sur Ah oui, Farsight my bad. encore. Ouais, Pas de souci. passe pas grand-chose d'ici. Ce que je disais sur BNB, c'est que voilà, c'est une belle appréciation et encore plus avec l'annonce sur l'offshore. Je suis étonné de voir Rondo aussi peu performer, vu qu'ils sont en train de teaser à mort une annonce pour le 3 septembre, où ils vont sûrement annoncer que Rondo Global Market est disponible ou sera disponible très prochainement pour trader tous les stocks et indices on-chain. Donc ce serait un des trucs que je surveille, parce que plus personne n'en parle. Mm. Pendle qui corrige un petit peu, mais qui gagne toujours en temps en TVL. C'est un des trucs que je surveille, surtout que en fait ces trois tops enfin quatre sommets qui ne chassent jamais le précédent, c'est un bel opium. AAV qui s'apprécie toujours, je pense que ça continuera notamment avec Liberty Finance. Je pense que demain, si le listing de WLFI se passe très bien, AAV va en profiter, vu qu'ils ont une grosse partie de leur trésor valorisé dans ce token-là maintenant. Et après, sinon, on peut regarder peut-être du côté de CoinGecko pour voir ce qu'il y a à pump sur les 7 derniers jours. Mais globalement, Crime Season avec... Crime,
avec Chronos, Crime avec IP Story. Et c'est Bon, et tout. après le reste, bon, bah, P-Network, j'ai envie de dire Crime aussi. Il est bien le marché. Ouais, il est bien le marché, hein. Mais, mais franchement, à part ça, cette semaine, c'était plutôt le On calme ronfle. plat. Ouais, honnêtement, toujours le calme plat à ce niveau-là. Donc, et Tena, toujours extrêmement prometteur, d'autant plus que, bah, en fait, s'il y a une baisse des taux, les gens auront beaucoup plus d'intérêt à avoir un USDE que des T-bills potentiellement. USD, putain, c'est la market cap que je voulais voir. Il n'y a pas la market cap? Moi, je vais remettre CoinGecko. USDE. On a vu une grosse augmentation de la capitalisation dernièrement de l'USDE. Donc, beaucoup d'argent qui est rentré. Et c'est extrêmement intéressant ce que fait Ethena avec AAV, avec le Liquid, je sais plus ce que c'était exact, Liquid Yield, etc. Enfin bref, ils ont des très belles synergies avec Pendle et AAV, ce qui les a énormément boostés. Et moi, la question que je me demande, c'est est-ce que Ethena, au final, ça va pas être l'un des plus gros gagnants de ce cycle avec Hyperliquid, tu vois? Parce que voilà, si les taux baissent, les obligations, le rendement des obligations vont baisser, les gens voudront prendre plus de risques. S'ils veulent prendre et dans ce contexte-là, du coup, les USDT, les USDC rapportent moins à ces entreprises, alors que l'USDE, en fait, plus les gens sont prêts à prendre du risque, notamment sur les produits dérivés, plus l'USDE capture de yield, donc plus il devient attrayant, en fait. Donc c'est pour ça que USDE peut avoir une belle super croissance et USDE est extrêmement bien intégré en DeFi et extrêmement bien distribué. Donc voilà. Après, pour autant, est-ce que l'USDE, enfin le ENA réplique totalement la performance et le potentiel de tout ça, je sais pas. On voit qu'il y a quand même une grosse différence de market cap et de prix. Donc ça montre il y a tout simplement, enfin, vous faites diluer quoi. Euh, Mm. c'est ça que ça montre. Comme d'hab. Ou en tout cas qu'il y a des gros unlocks. Donc voilà, j'ai du mal à. ENA est en train de beaucoup changer avec les fee switch, avec tous ces trucs-là. Mais faut pas oublier qu'ils ont acheté beaucoup d'ENA au marché avec énormément d'argent et qu'on se fait diluer de malade. Enfin, je sais pas, l'ENA, il m'inspire pas de fou quoi. Je sais pas comment vous positionnez par rapport à ça dans le chat. USDE, je suis très bullish. La croissance de Ethena, je suis très bullish. Mais j'ai du mal à voir un ratio 1 pour 1 de la croissance de Ethena avec le Ena, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Morpho, t'en as pas parlé? Morpho, j'en ai pas parlé, mais globalement, voilà, ils se sont pris une petite correction dernièrement. Ça performe Oui, plutôt bien. Après, je comme- pense que ils ont pris une belle claque par AAV aussi. Ça dit quoi d'ailleurs le ratio AAV USDT divisé par Morpho USDT? AAV avait bien sous-performé ces dernières semaines et se remet à reperformer. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je pense que il y a moyen que vraiment avec Trump, ça a un impact très positif sur leur trésor, etc. Ça va leur donner beaucoup de cash pour faire plein de choses intéressantes. Ils vont réinjecter cette liquidité, ces tokens, ils vont les faire travailler. Je pense qu'ils vont faire du rendement. Bon, bref, à voir, mais c'est quelque chose que je vais surveiller de près. Et sinon, c'est à peu près tout de moi de mon côté. Bah écoute, on est pas mal, hein. Ça fait un bon format, je pense. On peut prendre une ou deux questions de chat. Est-ce qu'on a été clair sur Plasma, World Liberty Finance et questions qu'on ne pose jamais? Questions pour YouTube notamment. Est-ce qu'il y a des crypto-monnaies que vous souhaiteriez qu'on analyse pour une analyse dédiée sur la chaîne de Coin Academy ou pour en parler succinctement sur les formats masterclass? Avis Trump mort? Non, non, mais Trump n'est pas mort, hein. On l'a vu jouer au golf, c'est une fake news qui est tournée, hein. Il est pas mort. Par contre, est-ce qu'il est dans une santé un peu minable? Ça, par contre, c'est possible, ouais. Il nous cache un petit peu sa santé. Ton avis sur les stock mining comme Riot, BTBT? Ah, c'est intéressant ça. Je crois qu'il y avait une petite bulle sur les stocks de ces boîtes-là et que la bulle a un peu éclaté depuis. Avantis finance, plus gros dérivatif de Base qui lance son jeton. Je sais plus si on était investisseur dans ça d'ailleurs. On avait Non, vu ça avant... passer il Non, y a un moment. ça me dit rien. Ouais, il y a une Euh, grosse match de Starknet qui arrive, la 0.14 en mainnet, tout à fait, avec la décentralisation des séquenceurs notamment, amélioration des performances. je suis éligible au NFT Hyper. Ouais, j'en ai plusieurs même. Enfin, j'en aurai plusieurs quand ils décideront. Mais de ce que j'ai compris, il y a moyen que les NFT soient dispo cette année. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de gens qui mentionnaient ça, quoi. Et du coup, moi, je m'attends à... Enfin, vu que... Enfin, les NFT de Hyperliquid, je les vois... Je pense que ça va être une sorte d'hommage, de truc un peu culturel. Et je pense que tous les projets en profiteront pour targeter les gens qui ont ces NFT-là, parce que ça permet de targeter les gens qui étaient OG, quoi. Tout comme on avait vu ça avec Solana et le téléphone, et puis d'autres trucs. Enfin,
Je pense que les projets vont essayer de jouer de ces NFT-là pour donner des accès, des fonctionnalités différentes, des airdrops différents, des trucs comme ça. Tu penses quoi de l'annonce de Mark Zuckerberg de séparer le Cryptomatrix et du TTFR? J'ai pas du tout suivi, honnêtement. J'ai pas vu. J'ai pas du tout vu. Pas vu non plus. Vous avez parlé de l'airdrop linéaire? Non, non, non. Non. Pas dans cette émission. On en a parlé dans les émissions précédentes. Il est un peu attendu, mais bon. Quand je vois le Proof of Burn, ça me donne envie de me jeter par la fenêtre. Donc. Euh, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui reparlaient de Units. Moi, je continue de farmer. Pour moi, c'est un protocole très intéressant. Après, on n'a vraiment aucune information s'il y aura un token, quand ça va sortir, toutes ces choses-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ticker Unit qui a été acheté, mais il y a un moment. Donc, aucune idée. Est-ce qu'on peut investir en spot sur le Pax Gold ou Tether Gold? Oui. Il y a des choses qui sont disponibles sur HL, mais en DeFi, sur Ethereum, etc., c'est aussi pas mal, je crois. Mark Zeller a dit, depuis les enlèvements crypto en France, c'est fini les vidéos en français. Je comprends. Hmm, Je comprends, je je comprends. comprends. Soneum, non, on n'en parle pas souvent. Bah, c'est un L2 qui a pas trop de buzz. Hein. C'est Sony, évidemment, mais franchement, qu'est-ce qui se passe de particulier sur Soneum j'en vois pas, j'en vois pas parler. Voilà. Quelqu'un qui dit si ça vaut le coup de farm liminal même si j'y passe 100K $ de volume sur HL. Bah après c'est à ta sensibilité quoi. Si tu penses que genre avoir du rendement delta neutral sur liminal c'est cool et que peut-être que tu auras un airdrop unit si jamais il y a un token, pourquoi pas. Après, je pense pas qu'il faut utiliser liminal nécessairement que dans une perspective d'airdrop. Est-ce que Plume peut être un gros leader niveau reward assets? Franchement, à voir. Faudra voir avec tous les À autres global voir. markets et tous ces Alors, trucs-là. ce qui pèse pour le pour, c'est justement, il y a petit partenariat avec World Liberty Financial. Quand tu vas sur le site, dans la partie bridge, il y a Plume. On va dire que le narratif est sympa. Le truc, c'est que niveau Real World Assets, ils ont un nombre de concurrents qui est énorme. Alors, ils ont beaucoup de choses à prouver, quoi. Je vois, il y a des gens qui parlent du TGE de Highbridge. Bah, en fait, c'est un projet qui est lancé par NMTD qui veut faire plus ou moins un unit bis. Franchement, c'est, comment dire? Je pense que vouloir concurrencer Unit sur Hyperliquid, c'est se tirer une balle dans le pied, honnêtement. Unit est beaucoup trop proche de la team HL, ils sont intégrés nativement dans Hyperliquid. Enfin, pour moi, le seul acteur qui n'est pas concurrençable sur Hyperliquid, c'est justement Unit. Donc, XO, tu farmes Projet X ou HyperSwap? Moi, je suis déjà investisseur de HyperSwap. Projet X, j'ai swap quelques fois là-bas, mais pas plus que ça. Est-ce que tu penses qu'on arrive en phase de super cycle et que les périodes de BTC, enfin de bear bull ultra prononcées sont finies en crypto? Compliqué de répondre à ça. Je pense Pourquoi? qu'on aura plus d'informations quand il y aura les baisses de taux ou non, dans Baisse quelle de taux, ouais. proportion et en fait, Non, non, mais on il y est en a dans juste un besoin d'un cycle. narratif. Oui, non, Si. mais en soi, ce que je veux dire par là, c'est que même d'un point de vue macro, on est dans un environnement qui est très différent de ce qu'on a vécu les 10 dernières années. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment évolué dans un marché où les taux directeurs étaient très hauts pendant une longue durée. Enfin, très hauts. On s'entend par rapport aux décennies, aux nombreuses décennies d'avant, quoi. Mais pour les gens de mon âge, ou je suppose la majorité de votre âge, on a peu vu les marchés financiers évoluer dans un marché où les taux directeurs étaient hauts pendant longtemps, en fait. Du coup, la question, c'est, genre, est-ce qu'on peut croître toujours aussi fortement avec des taux aussi hauts? Et qu'est-ce qui se passe quand les taux vont baisser? Est-ce que ce sera fait pour les bonnes raisons? Est-ce que ce sera une sorte de rattrapage, etc. Pour moi, tout ça, ça va un petit peu influencer cette réponse sur le super cycle. Moi, je pense honnêtement que sur BTC, on aura toujours des grosses corrections, mais beaucoup plus faibles qu'avant. Genre, ça m'étonnerait Oui, pas je que, genre, pense aussi. on n'ait plus jamais de correction de 75%. Mais Mm. des corrections de 30, 40, 50, 60, pour moi, c'est toujours très envisageable. Par contre, des retracements, comme on l'a vu sur tous les derniers cycles, de plus de 85%, c'est un peu moins convaincu. Mais voilà, faut prouver le contraire, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Enfin, au lieu de retracer de 85, on retraçait peut-être de 82 ou de 78, mais c'était pas à ce point-là différent. Mais en fait, c'est le premier cycle où on a des taux qui sont hauts de manière prolongée. C'est le premier cycle où on a des ETF qui sont aussi importants, où on a autant d'acteurs TradFi qui se positionnent. C'est le premier cycle où on a autant de validation entre guillemets publique de la part de gouvernements, de pays et tout au sujet des cryptos. Donc c'est un peu le cycle des premières fois pour pas mal de sujets, j'ai l'impression, pour les cryptos. Moi je me casse, merci les gars pour cette masterclass de plus. Bisous. Pas de Bah, nous, soucis, on passez va une bonne couper de toute soirée. façon aussi. On va couper aussi, mais je pense juste pour revenir aux altes, pour moi, faut juste arrêter avec les cycles de 4 ans, mi-couilles, machin. C'est juste qu'il nous faut un narratif qui fait sens et qui redonne un petit peu ce côté rué vers l'or, et que pour le moment, on l'a pas.
Et qu'en plus de ça, les VC, il y en a plein qui ont fait des multiplicateurs de fou sur les cycles précédents et là beaucoup moins. Donc ils sont beaucoup plus frileux et Je crois qu'on me demande, est-ce que via Liminal, je forme automatiquement Unit ou c'est totalement différent, un peu noob, que je suis HL. En fait, ça dépend du mode de custody que tu as. Sur Liminal, tu peux sélectionner self-custody ou Regular. Regular, en gros, c'est un wallet qui est créé par Liminal et qu'ils opèrent par-dessus. Donc, t'as pas la custody des fonds, mais c'est toujours exécuté sur Hyperliquid et via différents protocoles, hein, incluant Hyperliquid et Units. Donc après, c'est au bon vouloir de la team Liminal de redistribuer tout ça. Et par contre, si t'es en self-custody, vu qu'en self-custody, c'est de la pure self-custody et que Liminal ne peut pas transférer les fonds pour toi, à ce moment-là, bah, t'es sûr de garder 100% des potentiels airdrops qu'il y aura, parce que, enfin, la team Liminal n'a pas la main dessus, moi, de ce que j'ai compris, quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, les potes, je pense qu'on va clôturer là. Mais en tout cas, belle ouais, masterclass. Merci, Capet, pour toutes les infos avec plaisir. sur Trump, WLFI, les actions et tout. C'était très cool. Vous Et, avez le lien ouais, Bitpanda si vous voulez vous créer un compte en description, le lien Ledger également, c'est le petit moment pub nécessaire pour faire tourner l'émission correctement. On se retrouve du coup probablement dans la semaine pour des nouveaux lives, toujours le dimanche ou le lundi de temps en temps pour les émissions masterclass. Bientôt les 20 000 abonnés sur la chaîne et vous pouvez retrouver comme à chaque fois tous les liens les plus utiles énoncés dans cette émission dans la description. Donc merci à toi aussi Léo, je t'ai coupé d'ailleurs. pas de souci. J'ai l'habitude aussi, hein, donc je pourrais pas t'en vouloir. Voilà, merci encore à Bitpanda je suis insistant là-dessus, mais c'est vraiment important puisque c'est vraiment le partenaire qui nous permet de tenir depuis si longtemps en ayant l'esprit tranquille, puisque c'est un partenaire qu'on tient depuis longtemps, comme vous avez pu le voir, et ça nous permet d'avoir l'esprit tranquille pour pouvoir payer tout le monde et faire les choses correctement, en plus d'être un très bon produit évidemment. Moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée,